Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui avec Valentin. Hello. Valentin T. En fait, Valentin T. Oui, Valentin T. C'est moi. Mais oui, c'est toi, ça va la pêche? Bah ça roule, ça va bien, ouais, ça va. Alors si Valentin T est là, c'est qu'on va parler de théorie, vous vous en doutez, ça va être ça va être raide. Ça va être du raid et on est aujourd'hui rejoint, je suis très heureux d'accueillir à La Cellule Guillaume Rioux. Salut Romaric. Et Thibaut Rioux. Salut à tous, ravi d'être là. Les frères Rioux. D'ailleurs, j'ai vu sur le scénario de Donjons et Dominos que vous vous appeliez comment, Ludifraternitas ou un truc comme ça. Oui, c'est exact. Alors c'est une société secrète dont nous sommes membres, mais nous ne représentons pas cette société. Nos paroles ne l'engagent pas en tout cas. C'est excellent, j'adore. Et ils ont un petit seau et tout, tu vois, un petit seau de cire à moitié et tout. Ça, ils pètent la classe ces gens-là. Donc, je vous les présente très rapidement. Valentin T, je ne te présente plus. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu quand même? Oui, bah, si vous voulez. Non, moi je suis le joueur de jeux de rôle. Voilà. Joueur, j'écris pas de jeux et puis t'aimes bien t'aimes bien les sciences cognitives. J'aime bien les sciences cognitives, j'aime bien la philosophie. T'aimes bien l'approche évolutionniste. Voilà, c'est ça. T'aimes bien l'anthropologie aussi. Ouais. T'aimes bien plein de trucs. Beaucoup de choses. Ouais. Ce qui est un peu un télo, gros cerveau. Et donc les frères Rioux, vous les connaissez, auditeurs, auditrices, si vous suivez un petit peu mon travail, puisque ils ont développé toute une théorie de solutions pour le village, donc qui est le jeu de réussite, mi-réussite, mi-solitaire que j'ai développé l'année dernière. Ils ont également participé, en tout cas Guillaume a participé à un podcast de La Cellule cette saison autour justement du village, et où tu avais commencé à nous présenter ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire votre modèle en fait de game design en jeu de rôle. Je le présente rapidement comme ça, c'est un peu plus complexe que ça. Donc Guillaume Rioux et donc Thibaut Rioux, donc ils sont les deux frères qui ont travaillé sur le document sur le village et qui ont présenté donc dans le cadre des 50 ans du jeu de rôle un travail d'exposition de leur recherche en matière de game design et de description en fait de qu'est-ce que c'est que l'activité de faire du jeu de rôle, une recherche qui s'appuie sur le concept de proposition, concept qui vous est familier, auditeurs, auditrices, puisque vous le savez, c'est le concept qu'on utilise très souvent, même ici à La Cellule, à travers le Maelstrom, pour parler de ce qu'on fournit en fait au cours de la partie de jeu de rôle en vue de construire le contenu fictionnel malléable. Je ne vais pas vous refaire ma soupe du Maelstrom, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Ouais. Mais voilà, vous êtes familiers, auditeurs, auditrices, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les frères Rioux vont vous proposer une théorie type un peu Maelstrom, on va dire, mais qui a digéré le Maelstrom. Bien formulé, quoi. C'est ça, bien formulé, c'est-à-dire qu'il a digéré le Maelstrom, où c'est pas juste un projet, ils ont une idée bien aboutie, etc., etc. Et je vous laisse peut-être vous représenter éventuellement l'un après l'autre. Thibaut, peut-être qu'on connaît moins. Ouais, qu'on connaît moins. Ça va être plus long, donc on va commencer par lui. Non, je vais essayer de faire court. Donc Thibaut Rioux. Moi, alors il se trouve qu'actuellement, je suis chargé de recherche FNRS à l'Université libre de Bruxelles. Ouais. Donc là, j'ai une activité de recherche. Avant, j'ai aussi été ingénieur pendant 10 ans. Donc j'ai un parcours mixte, un peu, avec une partie professionnelle, ingénierie, data, etc. Et puis une partie là qui est la partie évidemment qui m'intéresse et qui fait que je suis là sur recherche académique. Ouais. Moi, j'ai fait une thèse sur l'illusionnisme à la Renaissance. Donc on va dire mon domaine central, c'est la magie. Voilà, la magie au sens sous toutes ses formes, principalement la prestidigitation. Voilà. Mais après, on y reviendra sans doute aussi un peu l'ésotérisme, l'occultisme, notamment. Vas-y, j'allais dire pas à travers Arcana Naturae. Par exemple, voilà, donc je suis secrétaire de rédaction, éditeur éditeur au sens scientifique d'Arcana Naturae, qui est une revue dont on pourra reparler, qui est consacrée en fait à l'étude académique des sciences secrètes, donc astrologie, magie, tout ce que vous pouvez imaginer, alchimie, etc., pour montrer en fait l'articulation avec l'histoire des sciences. C'est quand même ça l'enjeu. Pareil, auditeur, auditrice, tout ça vous rappellera aussi le travail de Pierre Lagrange qu'on a eu l'occasion
très bon podcast qu'on conseille à tous. Non, vraiment top, Pierre. Donc voilà, donc ça c'est cet angle-là, et j'ai aussi un peu de travail en philo aussi, surtout Simone Weil. Moi je suis vraiment un vélien de choc, et puis un peu Heidegger, Agamben, Foucault, enfin on va dire les métaphysiques contemporaines, on pourrait dire. Voilà, c'est ce qui continental. Oui, ça c'est effectivement très important, parce que la seule philosophie est là, donc. C'est génial. Donc, oui, tu sais que tu t'adresses en partie à des gens qui viennent plutôt de la philosophie analytique. Oui. Ça va péter aujourd'hui. De la logique analytique. Voilà. Il y a la philosophie continentale. Voilà. C'est génial, j'adore. Ça commence bien. Donc, non, mais voilà. Ça va chier. C'est tellement génial. Et heureusement, on a notre arbitre Guillaume. Voilà. Donc Guillaume, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi, je travaille sur le jeu de société, et puis sur le jeu de rôle plus récemment. Je me suis beaucoup intéressé aux jeux de société, donc j'ai une approche qui est assez mécanique aussi pour le jeu de rôle. J'essaye de faire un peu des ponts entre les deux. Et donc là, notre travail, c'était surtout essayer d'articuler, enfin comprendre la proposition, l'articuler, et puis après, à terme, on voudrait explorer les différentes facettes du JDR. Et l'idée, c'est aussi de venir répondre aussi à certains manques qu'on identifie, là, comme on voyait dans le game design, où il y a peu de publics académiques, et d'essayer de travailler là-dessus. Et sinon, à titre professionnel, moi je suis médecin. Donc les études de médecine m'ont permis d'approcher aussi la biologie, où il y a des modèles qui seraient intéressants à transposer dans le monde du jeu, d'approcher aussi la psychologie, et puis je me suis spécialisé aussi en hypnose. Enfin, j'ai fait des formations complémentaires en hypnose, et à travers ça, là récemment dans un mémoire, j'ai essayé d'explorer comment on peut faire de la coélaboration de métaphores thérapeutiques avec les patients, et ça rejoint un peu les recherches en JDR. Et notamment pour essayer d'impliquer les gens dans de la création de fiction. Et puis sinon, après, dans les autres, je trouve que le JDR, ça s'inscrit aussi plus largement dans des arts de la littérature et de l'oralité. Donc j'ai pratiqué le rap pendant plusieurs années, j'ai fait des scènes, j'ai fait de l'impro. Là, je fais toujours des cours d'impro et puis des scènes assez régulièrement. J'ai écrit des nouvelles, des poèmes, enfin j'ai exploré différentes parties sur la création fictionnelle, quoi. Excellent. Ton profil me fait penser un peu à celui d'Emmanuel Meffray. Exact, oui. C'est rigolo. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Alors, je préviens, moi là, c'est l'éditeur du podcast qui vous parle, cher auditeur, auditrice, c'est que je ne sais pas combien de temps, parce que ça va être une exposition qui va être très longue. Je pense qu'on va y passer longtemps. Je pense que ça va être compliqué. Il va falloir qu'on rentre pour expliquer. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Non, ça va être trop bien. Mais c'est juste pour prévenir les auditeurs auditrices qu'il est possible que le podcast soit divisé en plusieurs parties. Alors, dans un premier temps, on laissera parler Guillaume et Thibaut pour qu'ils nous exposent en fait leur modèle de fonctionnement du jeu de rôle. Je sais pas comment tu appellerais ça. C'est quoi le perso en fait? C'est quoi? C'est un modèle? C'est une méthode? Comment tu dirais? Ouais, on a appelé ça une méthode. Ok. Et c'est une méthode et un outil. Et c'est quelque part, pour l'instant, on préfère rester humble sur l'ambition, dans le sens où c'est pas une grille d'explicitation globale du JDR. Ah, bah tu vois, moi j'ai lu comme ça. Ouais, je sais bien, mais peut-être qu'on peut la tirer vers là. Mais disons que voilà, dans un premier temps, elle a été pensée comme quelque chose d'assez opérationnel. Outil, tu vois, c'est un peu les mains dans le cambouis, en se disant, ok, avec quoi on travaille? C'est quoi le matériau de base du JDR? Comment on le travaille? Comment on peut le. Ok. Voilà. Nous, ce qu'on cherche, c'est surtout une compréhension féconde, en fait. C'est à la fois comprendre ce qui est, mais surtout ce qui pourrait être. Et avoir cette approche de déployer des potentialités pour après générer des idées. Donc une théorie en vue de éventuellement produire des jeux de rôle différents. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Très bien. Ce qui, on le rappelle, était un petit peu la définition qu'on donnait de la théorie à la cellule depuis toujours. C'est-à-dire que la théorie n'est pas là pour présenter comme une théorie scientifique ou quoi. C'est d'abord là pour... Voilà, c'est pas juste descriptif, c'est d'abord là pour donner des outils de game design à des auteurs et créateurs, ou MJ, ou joueurs, puisque... on sait aussi que les joueurs peuvent acquérir des outils théoriques pour mieux participer à des parties de jeux de rôle. Donc dans un premier temps, donc je reprends ma casquette d'éditeur, dans un premier temps, on verra la présentation de votre modèle, donc de votre méthode qui s'appelle le perso, on verra pourquoi PERSO,
RSO. Donc dans un premier temps, on fera ça avec des questions en fait que nous, Valentin et moi, on va apporter pour éclairer. Moi, vous verrez, je vais faire vraiment le débile de façon à c'est-à-dire de façon à que n'importe qui, je veux que n'importe quel auditeur auditrice puisse comprendre en fait ce dont il est question. Et comme c'est assez technique, vous employez des mots qui sont souvent compliqués. Parfois, vous réemployez des mots que vous avez définis précédemment. Ouais. Je vais vraiment Darky, tu perds au jeu. D'accord, merci Flavie. Donc je vais vraiment essayer comme ça de faire perdre au jeu Darky et de simplifier parfois vos propos, peut-être de le vulgariser, on va dire. Sachant que j'ai lu la présentation, je ne suis pas non plus un débile, mais je vais faire le débile. Donc, et ça, ce sera dans un premier temps. Dans un second temps, on verra les applications, parce que c'est un peu l'idée, c'est de voir comment en fait ce système, ce modèle peut enrichir en fait des parties de jeux de rôle. Vous avez même des exemples dans la présentation où vous avez carrément mis des jeux. Par exemple, regardez, ce jeu-là, il utilise le perso comme ça, mais sans le savoir, entre guillemets. Ouais. Voilà. Et ensuite, on verra, vous ferez un peu une wishlist, comment on pourrait améliorer. Et ensuite, dans un troisième temps, les boss de fin. Il y en a 2. Attention. Donc Valentin et moi-même, on lâche les chiens. On fera un tir de barrage. On ira, donc on rentrera dans le détail du perso et puis on essaiera de voir ce qui pour nous présente éventuellement des failles ou des... Faut secouer le modèle, Faut le secouer le modèle. Secouer le cocotier, hein, c'est ce que vous voulez, puisque vous voulez qu'il soit fructueux. Donc voilà, on va recueillir les fruits en secouant le cocotier. Thibaut, Guillaume, c'est à vous. Qu'est-ce que c'est le perso ? On y va. Alors, avant de rentrer dans qu'est-ce que c'est le perso, moi je voudrais poser le décor. Ouais. Poser le décor, c'est poser la question du game design, ou plutôt du game design dans le cadre académique aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une vue globale de tous les articles de blog, etc., qui sont produits sur le game design. Ça, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc nous, on a décidé de se concentrer sur la littérature académique. Alors il y a un enjeu net. Là je fais une petite digression, mais il y a un enjeu net en fait aujourd'hui pour nous. Le monde académique, c'est un des fronts ouverts de la légitimation du JDR. C'est pas le seul, il y en a d'autres, on le voit à droite à gauche, dans les médias, partout. Mais disons que le monde académique, je pense que c'est un lieu important où un médium ou un art va trouver sa légitimité, parce qu'il va servir de support à des discussions, parce qu'il va aider des gens à penser un certain nombre de phénomènes, etc. Donc c'est pour ça que nous, on se focalise dans cette direction-là. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, c'est important de le dire. Donc voilà, nous ça c'est l'angle qu'on a choisi, c'est game design dans le monde académique. Ce qui permet aussi de disposer d'une sorte de corpus un peu non pas restreint parce qu'il est très important, mais il y a beaucoup d'articles qui parlent de JDR dans le monde académique. Et donc ça, on vous renvoie tous à un travail époustouflant qui a été réalisé par Pascal Martinoli. Voilà. Pascal Martinoli. Dont j'ai eu l'occasion de parler dans le dernier live. Et donc ça, c'est génial parce que Pascal, il a compilé. Et il compile encore, en fait, la liste est toujours en évolution. Il compile tout ce qui se produit depuis la conférence jusqu'au livre, en fait, sur le JDR, dans toutes les langues. Donc on rappelle que Pascal est bibliothécaire à l'Université de Montréal et qu'il est aussi grand passionné de jeux de rôle. Et effectivement, il a fait ce travail. Alors récemment, il a sorti un papier sur GitHub dont j'ai fait la promotion au mois de novembre. Dans le live, vous trouverez dans la description du live de ce mois-ci. Du coup, puisque le podcast est enregistré en novembre, vous trouverez le lien vers l'article de Pascal Martinoli où il fait justement le référencement dont tu parles et où il analyse dans quelle langue, dans quel lieu les papiers sont publiés. C'est une revue passionnante et qui montre aussi un autre truc. J'en profite rapidement pour faire une parenthèse là-dessus. C'est que le milieu le plus actif en matière de réflexion rôliste aujourd'hui dans le monde, c'est bien entendu les États-Unis, bien loin devant, mais le deuxième, c'est la France. Donc je trouve ça cocorico. Je trouve ça intéressant de se dire que voilà, on est derrière, quoi. Voilà, c'était juste un petit point, cocorico. Je t'en prie Thibaut, vas-y reprends. Donc tu t'appuies sur le travail donc on s'appuie sur son travail. Ton idée de légitimité. En fait, et donc c'est pratique parce qu'il y a une très grande liste et puis on applique des filtres parce
que Pascal a en plus fait le travail de taguer chaque article avec un certain nombre de mots-clés qui permettent d'avoir en un coup d'œil le contenu. Et là, surprise, parce qu'en final, il y avait, quand on l'a fait, 2231 références globales. Et là, finalement, sur les références majeures, on n'en trouve que 5 concernant le game design. Donc là, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un choc. C'est-à-dire que le game design ne fait pas partie du champ de recherche académique. Donc aujourd'hui, vous faites, encore une fois, là, c'est facile, hein, faites l'expérience. Il y a mécanisme, je crois, et il y a game design comme mots-clés qui peuvent être utilisés. Si vous croisez ça avec les références majeures, vous obtenez 5 éléments. Alors, donc rapidement, là je vois 2231 que vous aviez référencé. Donc, on a sélectionné les majeurs, il y en a un tout petit peu plus quand on prend tout, mais globalement ça reste totalement minime en fait en termes de références. Ce qui ne veut pas dire que les papiers sont pas bons, hein, soyons clairs. Non, bien sûr. Mais voilà, on a quelque part ce constat qui est de dire aujourd'hui c'est pas ça qui intéresse les académiques. Quelque part ça se comprend aussi parce que le game design c'est le JDR en tant que tel. C'est le JDR pour le JDR. C'est vraiment C'est un truc d'auteur, c'est pas un truc de recherche. Ouais, c'est un truc d'auteur, mais c'est aussi c'est vraiment le JDR qui s'assume comme un objet pour lui. Parce que par exemple, si vous travaillez sur littérature et JDR, il y a le support de la littérature. Donc c'est facile de connecter ça à d'autres champs universitaires. Or, si vous travaillez sur la mécanique de JDR, là, on est vraiment dans le cœur du réacteur et donc il n'y a plus de possibilité de connecter. Et quand je dis auteur, entendez-moi bien, c'est acteur du jeu de rôle, c'est-à-dire les joueurs, les MJ et les auteurs de... Vas-y Guillaume, je t'en prie, tu voulais ajouter. C'est aussi que, je rejoins ce que dit Thibaut et le fait qu'on voit que c'est... Le JDR en tant qu'objet, il est aussi beaucoup repris en effet par la littérature, la sociologie, etc. Et on voudrait en fait le légitimer comme objet et non pas comme inscrit dans un domaine de recherche. C'est-à-dire faire une université de jeux de rôle, soyons clairs. Soyons clairs. À terme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, mais moi aussi, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu choqué dans le travail de Coralie David, c'est cette idée que le jeu de rôle serait associé à la littérature comparée. Et j'avais dit, mais non, mais c'est pas possible ça. En fait, le jeu de rôle doit prendre soin de lui-même, il doit... Après, il peut s'appuyer dessus, en fait. Moi, je pense qu'il peut se nourrir. Je pense que le jeu, c'est quand même un média et un objet... qui peut vraiment capter plein de modèles extérieurs et on crée notamment beaucoup par transposition, je pense. Donc c'est intéressant d'avoir d'autres appuis, mais il existe en tant que tel. Mais je pense que là, il faut, sur le travail de Coralie David, il faut pas se tromper, parce que c'est un travail à mon avis très important pour à la fois d'un point de vue stratégique dans la reconnaissance du JDR et puis en termes de contenu même, parce qu'il y a comme tout le monde, en fait elle est prise d'un champ qui est le sien, et pour faire une thèse de JDR, elle est obligée de quelque part même pas de montrer patte blanche, mais d'appartenir à un champ pour avoir un directeur donc son travail est juste conditionné par ça, ce qui n'enlève évidemment rien de son intérêt. Absolument. Et ce qui rend aujourd'hui très difficile de porter un travail sur le JDR strictement, tu vois, juste en tant que JDR. Donc, mais tu vois, chacun est dans son rôle, c'est-à-dire que elle est dans le rôle, effectivement, comme tu dis, tu l'as très bien décrit, et elle est contrainte, etc. Mais je le sais, hein, tu vois, quand je fais des critiques de Coralie, c'est pas une critique... mais t'as raison, t'as raison de la rappeler. Mais tu vois, c'est vraiment juste, moi je suis dans la wishlist, quoi. Bien sûr. Et moi ce que je voudrais, c'est ce que vous êtes en train de... C'est le programme que vous êtes en train de préparer. On a mis le premier gravier, là. On n'est pas encore... Et la thèse de Coralie David, c'est quand même une œuvre majeure, et c'est une des étapes pour moi de légitimation du JDR en tant que tel, parce qu'elle a quand même une réflexion qui est aussi centrée JDR dans une bonne partie de sa thèse. Il n'y a pas que l'approche de littérature comparée. Bien sûr. Et donc là, je pense que c'est pas mal déjà comme introduction, Donc ça, c'est le décor. Et après, il y a quand on commence à attaquer la littérature, justement les articles identifiés. Les articles identifiés, on se rend compte finalement qu'il y a une tendance. Après, étant donné qu'il y a peu d'articles, c'est difficile de dire que c'est une tendance majoritaire, mais on identifie en fait une certaine forme d'approche du game design qui est dépendante, on pourra revenir là-dessus rapidement, mais qui est dépendante d'autres courants, mais qui est celle du design par pattern. Ouais. Et donc ça c'est très important, et encore une fois il ne s'agit pas de dire que c'est une mauvaise méthode, on va essayer d'identifier ses limites, mais ça peut être très très intéressant. Ce qu'on se rend compte notamment dans un article qui est bon, de Björk et Zagal, qui explique en fait qu'ils vont
prendre cette théorie. Donc il y a une théorie, on va faire un tout petit aparté peut-être sur la théorie des patterns, du pattern design. En fait, c'est une théorie qui initialement vient de l'architecture. D'accord ? Donc dans les années, alors je vais peut-être me tromper sur la date, mais on va dire dans les années 70, il y a un grand architecte américain qui pose la question du design par pattern, qui s'appelle Alexander. Et lui, en fait, il a des enjeux très concrets. Lui, il a besoin de construire vite un certain nombre de choses. Il a besoin de créer une nomenclature partagée entre tous les architectes. Et donc, lui, il a besoin de dire il faut qu'on se mette d'accord. 1978, pattern langage d'Alexander. C'est dans ton travail, hein, oui, pour préciser. Donc lui, en fait, il part de questions. Donc c'est un urbaniste. Hein. Il a la frontière entre l'urbanisme. Enfin, il a besoin d'avoir une sorte de pensée globale de la construction des villes. Donc il y a à la fois de la construction de bâtiments, de la construction de structures urbanistiques, etc. Et donc lui, il part de questions. Alors ça peut être des questions du style le temps de trajet. Il faut que le maximum le temps de trajet entre l'école, le boulot et puis les commerces de bouche soit de maximum 15 minutes, etc. Enfin, il y a une réflexion sur un certain nombre de questions comme ça qui sont identifiées, la criminalité la nuit, enfin tout ça, des choses très très variées, mais qui sont orientées vers, on va dire vers le bien commun, on va dire, voilà, comme d'habitude. Le plus grand bien. Le plus grand bien. Nous dirons. Et donc ça c'est c'est le principe directeur. Donc il y a ces grandes questions et derrière lui il va dire, ce qui est intéressant aussi parce qu'il s'appuie aussi sur les pratiques populaires, en fait sur la manière dont les gens partout dans le monde ont traité ces solutions. Il identifie là où les gens les ont traitées de manière pertinente et il dégage ce qu'il appellera des patterns, c'est-à-dire on pourrait appeler ça des patrons, des motifs. Mosaïque, voilà, c'est cette idée d'avoir des choses. Des récurrences. C'est même des dispositifs en fait, de réponse à des problèmes. C'est une approche assez centrée problème. Et ce qui est intéressant chez Alexander, c'est que dans sa vision, le fait d'avoir ces modèles un peu tout faits pour répondre à un problème, ça permet de libérer la créativité pour le reste. Ouais. C'est un peu s'affranchir de la contrainte matérielle initiale pour libérer la créativité. Mais on pourrait dire, dans le jeu, comme notamment dans le jeu de rôle, comme il y a une très faible matérialité, on n'a pas cette contrainte matérielle. Et donc on n'a pas forcément besoin de s'affranchir d'un problème matériel et on peut se laisser directement libre cours de la créativité. En fait, la compression, c'est l'intelligence. Justement, tiens, on parlait de Guillaume Podjaspala. Zip. Ouais, c'est ça, exactement. Guillaume Podjaspala, il a fait un développement comme ça dans Tech Café l'autre jour où il expliquait en fait pourquoi la compression, c'est l'intelligence. Et là, ici, le fait d'analyser en pattern, ça compresse en fait des données. Généralisation. C'est ça. Généralisation. C'est très intéressant. Pattern, donc tous les gens qui sont habitués aux jeux vidéo, à tout ce qui est speedrun et compagnie, vous connaissez le fameux pattern du boss, c'est-à-dire des éléments récurrents en fait qu'il va combiner de façon différente parfois. Voilà, c'est exactement le même terme. Hein, ouais, c'est ça. C'est cette idée-là. Donc Alexander, il pose ça sur la table. Il considère qu'avec tous les patterns qu'il décrit, en fait, ça fait un langage. Donc après, on peut parler architecture quelque part, on peut parler urbanisation. Donc ça, c'est vraiment le nœud qui est un nœud important parce que très vite, ça va passer aussi dans l'ingénierie, enfin dans le développement informatique, etc. Parce que qui sont à l'époque des sciences qui sont des sciences émergentes, hein, enfin des pratiques émergentes, parce que voilà, le codage dans les années 70-80, c'est encore des choses qui émergent. Et donc nos amis codeurs sont confrontés à des problèmes du style, il faut qu'on partage un même langage. Et donc il faut qu'on sache très vite si on a besoin de mettre en place une architecture, ouais, le terme est là, hein, une architecture client-serveur par exemple, il faut que tout le monde partage l'idée de ce que c'est le rapport d'un ordinateur avec un serveur en gros. Et donc ça permet d'aller vite, ça permet de standardiser des pratiques et donc ça va être un facteur important du déploiement de tout ce qui va être coding. Ce qui est rigolo, ouais, parce que c'est la perméabilité entre les ingénieurs informatiques et le jeu de rôle après derrière, ça. Et je pense qu'en fait, alors faudrait vraiment analyser, de savoir comment c'est passé, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y a des milieux socio-professionnels, peut-être un peu geeks, avec des connexions fortes entre milieu du développement et puis geek. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a le jeu vidéo quelque part qui est aussi une forme un peu intermédiaire qui... Pardon. Attention à ton micro quand tu te tournes. Faut que tu tournes. Ouais. Quand tu te tournes, faut que tu tournes ton micro aussi. Je vais parler dans la mousse. Donc il y a tout ça et sinon je peux me mettre à côté de Valentin et comme ça parce que c'est pour me regarder qu'il tourne la tête. On va faire ça. Non, pendant que tu bouges, j'ai une question. Tu parles de jeux vidéo justement pour clarifier ce que c'est un pattern. Là, pour moi, dans ma tête, un pattern en jeu vidéo, c'est un first-person shooter, par exemple.
Ça a l'air de ressembler à ce que tu appelles un pattern. Est-ce que c'est ça? Un role-playing game, RPG c'est l'échelle en dessous. Tel que c'est défini, ça va être l'échelle en dessous. Par exemple, les patterns, on est plus sur liste d'inventaire, on est plus sur ce type de choses. On est plus sur, tu vois. Et c'est un peu les briques de base de la constitution du jeu. Ok, d'accord. En sachant qu'il y a quand même un peu une confusion, en tout cas un amalgame entre des patterns et des domaines qu'on trouve dans l'article de Björk et Zagal, parce qu'ils classent en fait un peu pêle-mêle le combat, les compétences, le storytelling, le role-playing, les personnages joueurs. Donc il y a à la fois des entités, il y a à la fois des dynamiques, il y a à la fois des variables, et en fait tout est un peu étiqueté pattern, et je trouve qu'il y a une confusion qui est dommage entre les blocs, un peu les blocs qui constituent un jeu, et les patterns. Parce que, effectivement, comme le dit Guillaume, le troisième moment, quelque part, on est parti de l'architecture, on est passé dans le codage, l'informatique, et ensuite on arrive au JDR avec l'article qu'on a cité, dont on donnera la référence précise, qui va essayer d'utiliser cette théorie-là pour dire ça c'est intéressant, ça permet de faire du game design. Donc article intéressant qu'on peut doubler d'ailleurs avec d'autres approches qui explicitent pas forcément la notion de pattern en tant que tel, mais tous les articles ou les livres du style building blocks for tabletop game, etc., etc. Donc toute cette approche qui est de se dire il faut qu'on identifie des blocs utilisables de manière à créer des jeux. Et derrière, il y a toute une... c'est intéressant, même presque d'un point de vue philosophique ou épistémologique, parce que derrière, il y a une sorte de croyance, enfin qui est pas fausse, mais qui est problématique comme on essaiera de le montrer. Il y a la croyance qui fait que si ça a marché dans un jeu, alors on peut le réutiliser, et ça marchera dans un autre, et ça fera un bon jeu. Mettez des blocs qui ont bien marché dans des jeux, et à la fin, vous les combinez, vous aurez toujours un jeu qui marche, etc. Bon. Peut-être pour nuancer, mais le problème est toujours là, c'est si jamais vous voulez faire X, on a remarqué que ce pattern-là permet de bien faire X dans tel jeu, donc vous pouvez réutiliser directement la brique, quoi. Donc si vous voulez, par exemple, faire ressentir la tension, bah là, il y a un pattern qui est le manque de ressources, la scarcity, quoi, le fait que des PV ou je sais pas quoi diminuent. Bah voilà un pattern, vous voulez faire ce truc, vous avez ce problème-là, appliquer ce pattern-là dans ce jeu-là, ça va produire l'effet. C'est ça que vous dites. C'est ce que disent les patterns. C'est ce que disent les patterns. C'est ce que disent les patterns, et en sachant que là, déjà, en disant ça, tu vas un peu plus loin, à mon avis, et ça rend le pattern déjà plus intéressant quelque part, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment c'est fait sur certains d'entre eux, c'est pas fait sur tous. C'est-à-dire, de manière systématique, il n'y a pas cette idée de dire de fonctionnaliser les patterns. Il y a un peu c'est un peu, pour l'instant, ça me paraît encore un peu plus confus. Après, c'est aussi ouvert aux designers. Il y a quand même à citer, il y a le travail de Whitson Kirk avec Design Patterns of Successful Role-Playing Games qui parle de rapport affinitaire en fait. Et donc qui déjà essaye de penser les patterns en termes d'articulation, en interconnexion, etc. Ce pattern-là, il se combine mieux avec un autre, etc. C'est ça, on les voit un peu comme des pièces d'un puzzle qu'il s'agirait d'assembler pour former un beau motif au final. Exactement. Voilà, et là, il dit, attention, certaines formes de pièces s'imbriquent mieux avec certaines autres. Et ça les rend fonctionnelles déjà. Et donc ça, c'est déjà une approche qui est intéressante. Et de toute façon, nous, on n'est pas là pour dire les patterns, c'est pas bon, en fait. C'est juste se dire qu'il y a d'autres manières de faire. Il s'agit pas, on n'est pas tant dans le jugement que de montrer qu'il y a d'autres choses qui existent. Ouais, alors juste un point par rapport à ça, donc j'ouvre une petite parenthèse, ça va permettre aussi une petite respiration sans doute pour nos éditeurs auditrices. Quand tu développes, Valentin, l'idée du Pico Games, est-ce que quelque part c'est pas ça que tu as dans la tête, c'est-à-dire de trouver comment t'appelais ça, le plus petit modèle de boucle, la boucle de gameplay. Ouais, alors il y a plusieurs, justement ça dépend comment tu le conceptualises. Oui, des boucles de gameplay élémentaires. Voilà. En fait, est-ce que c'est pas ça en fait, le truc, c'est qu'un Pico Game, pour moi, c'était un jeu quand même complet, au sens où dans un Pico Game, il y a déjà beaucoup de choses. C'est ça. Tu vois, t'as des joueurs, il y a une situation, un certain nombre de joueurs qui ont des responsabilités qui sont pas les mêmes nécessairement, etc., etc. Donc en fait, je crois qu'un Pico Game, c'est déjà un assemblage de patterns, mais l'idée du Pico Game, c'était plutôt de dire quel est l'assemblage minimal. C'est-à-dire la quantité minimale de briques qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir arriver à jouer. Et en fait, si on peut continuer à enlever des briques et continuer à jouer, c'est que c'est pas encore un Pico Game. Et une fois qu'on a enlevé le plus de briques et qu'on peut plus rien enlever du tout, sinon ça casse le jeu, là on a un Pico Game. Très bien.
Voilà, pour pouvoir identifier des formes qui sont essentielles, on va dire. Mais tu vois, l'idée de boucle de gameplay, moi, quand j'ai lu le concept de pattern, j'ai pensé à ça immédiatement. J'ai immédiatement pensé à la théorie de Valentin, tu vois, de ces... Mais en fait, ok, je suis encore trop... D'accord, le pattern, c'est plus simple que ça. Il les compare à des ingrédients, comme dans la cuisine. Oui. Et ça, je pense que pour répondre à ce que tu dis sur les ingrédients et la boucle de gameplay, je pense que c'est un des problèmes. C'est que si on dit tel jeu a fonctionné, Guillaume, et donc ça veut dire que les éléments de ce jeu sont bons et qu'on les extrait individuellement, on prend quand même un gros risque de se planter parce que c'est peut-être justement l'alchimie des ingrédients qui a fonctionné, ou c'est peut-être certains ingrédients qui ont tellement bien fonctionné que d'autres qui sont moins bons en fait ont été acceptables, mais rien ne dit que parce qu'un jeu fonctionne, tous les éléments qu'il constitue sont bons individuellement. J'ai besoin d'une clarification là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un implicite dans ce que vous dites, ou peut-être dans ce que les gens disent là dans la littérature que vous citez, hein. Mais un jeu qui a fonctionné, j'ai l'impression que c'est sous-spécifié au sens où sous quel critère fonctionner, sous quel critère. Plutôt critères de vente, j'ai l'impression. Oui. C'est quand même plutôt des succès comme ça. Je sais pas s'il faut leur faire ce procès d'intention. Ouais, je pense qu'un jeu qui a fonctionné, c'est un jeu qui a plu. Enfin, on va dire ça, parce que sinon c'est peut-être un peu... Ok, d'accord, la vente, un jeu qui a plu. Parce que je sais pas s'ils sont dans cette approche-là. Après, en tout cas, ils développent pas d'approche psychologique pour dire on a mesuré le plaisir du joueur, quoi. Y a pas de... Non, mais après, tu peux avoir un truc un peu minimal et dire bon, on va... Voilà, prendre des jeux qui nous semblent être des jeux qui, et alors là tu mets ce que tu veux derrière, mais fonctionner pour moi c'est un peu spécifique. Si tu dis qu'on considère comme ayant amené beaucoup de satisfaction aux joueurs qui y ont joué et on en reste là et on pourrait creuser si on veut, moi ça me va, on n'a pas besoin d'entrer, mais pour bien comprendre le truc, donc du coup, juste pour bien structurer, si je comprends bien et vous me contredirez, tous ces gens ils arrivent, ils disent ok, on a plein de jeux là face à nous. On aimerait bien savoir ce qui fonctionne au sens de ce qui produit de la satisfaction ou ce qui a l'air de plaire aux joueurs ou un truc comme ça. On identifie dans ces jeux des patterns. Par exemple, regardez ces 3 jeux-là, ils ont bien fonctionné sur nos critères, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a ceci, cela. Ces 3 jeux-là, ils n'ont pas bien fonctionné. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a d'autres patterns qui ont l'air du coup d'être moins bons. Étant donné nos critères. Alors, je sais pas s'ils sont aussi systématiques que ce que je viens de dire. Parce qu'ils regardent pas les jeux pas bons en fait. Juste pour répondre précisément à ta question, puisque Kirk, on l'a cité dans l'article, il dit si nous analysons les jeux à succès, nous devrions être capables d'identifier les design patterns du jeu de rôle qui pourraient être réutilisés dans le futur game design. Donc il parle quand même bien de succès. L'idée de succès, c'est quand même plutôt lié au commercial. Ouais, je pense que c'est économique, mais je pense qu'ils doivent assimiler les deux. Oui. Soyons charitables. Très bien, Thibaut. Nous le serons. Sauf à la fin. Excellent. Ok, très bien. Donc vous partez de la littérature, vous voyez qu'il y a très peu de choses de game design qui concernent le game design dans cette littérature, puis vous dites, mais en fait, même au sein de cette littérature, il n'y a qu'un seul modèle qui est abordé, c'est celui du jeu comme un ensemble de patterns, et vous dites, mais c'est pas possible ça. Ça peut pas durer. Nous, on se dit de manière, mais bon, c'est parce que on connaît déjà la fin de l'histoire, donc il y a un peu le côté spoiler. Mais on se dit, par exemple, avec une réflexion comme ça, il n'y aurait jamais eu de jeu sans MJ, par exemple. Voilà, ça c'est impossible. On peut pas. Si le pattern c'est MJ, ça paraît très difficile de voir comment on peut faire autrement. Donc c'est un peu comme ça. Après, on peut imaginer à d'autres trucs. Si les patterns identifiés dans les premiers jeux, ça va être les caractéristiques de personnages, comment on fait ? En fait, si on est piégé dans, il faut partir de patterns. Il y a ce côté. Alors évidemment, les gens, les game designers, ils ont leur propre inventivité, leur propre génialité. Ils peuvent inventer des nouvelles choses. Mais disons que d'un point de vue théorique, l'approche par pattern, elle nous semble un peu. Encore une fois, elle est très intéressante parce qu'elle crée ce vocabulaire, elle crée plein de choses. Mais elle nous semble un tout petit peu condamnée à la reproduction du même. Même si ça va être de la combinatoire, on peut quand même amener des choses nouvelles, mais il y a un peu ce côté, on est piégé dans une structure. Alors on peut aussi contredire en disant le jeu de rôle sans MJ a amené un nouveau pattern qui est donc l'absence de MJ, et dire ces jeux ont fonctionné auprès de certains publics et machin, tu vois, on pourrait répondre comme ça. En fait, les opérateurs potentiellement vont créer de nouveaux patterns. Le but c'est de dire les patterns sont une source d'inspiration, les patterns sont intéressants, mais en fait il faut pas se limiter à leur application pure et simple, mais juste en créer de nouveaux et partir de là pour en créer des nouveaux. D'accord, très bien. C'est comme disait Baudelaire, l'important c'est le génie c'est de savoir créer le cliché.
Ouais. C'est-à-dire le grand art, c'est de créer quelque chose qui est tellement naturel que ça devient que tout le monde le reprend et voilà. Certains travaillent sur l'idée peut-être que Jésus serait un cliché, mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Très bien. L'enjeu, donc l'enjeu de votre approche, c'est de rendre compte des évolutions du jeu de rôle, d'avoir une théorie qui puisse rendre compte aussi des évolutions du jeu de rôle en évitant justement l'écueil de la répétition du même. Oui, parce que l'enjeu, c'est juste de comprendre comment ça peut émerger. En fait, comment un pattern peut émerger. C'est toute la question de la créativité du game designer qui, à un moment, veut pas refaire le même jeu que ceux d'avant. Et donc, comment on fait et remettre le game design au centre du jeu et pas se dire, en fait, on a un système et on va le décliner à différents univers, indépendamment du système lui-même. Et on trouvait, nous, que l'approche qui est fixée, limitée au pattern, elle marginalise pas mal la création en système design. Et ça rejoint aussi les principes un peu de règles d'or où finalement, on fait ce qu'on veut, et les systèmes sont interchangeables, etc. Alors pourquoi quel lien vous faites entre la règle d'or et les limites du pattern? Enfin, ça, j'aimerais bien... par exemple, dans certains livres, on voit que le concepteur du système dit explicitement aux joueurs, faites ce que vous voulez, en fait. Moi, j'ai proposé un système, mais finalement, vous en faites ce que vous voulez. On voit ça dans Vampire, quand même, où ils disent, il n'y a qu'une seule règle, il n'y a pas de règle. C'est une façon, en fait, c'est une autodévalorisation de son travail, quand même. Et puis de se dire que le système, il est contingent et que c'est pas le plus important. Alors, le lien qu'on fait avec les patterns, il y a quand même un petit coup de billard, je pense. C'est-à-dire, il y a deux choses. C'est pas le pattern en tant que tel qui amène ça, c'est plutôt cette idée de se dire, à la fois dans ce qu'on voit dans la littérature et dans cette approche-là qui est quand même globalement non créatrice, qui reprend, qui reproduit des choses qui existent, on se dit, c'est des signes, en fait, du fait que le système, globalement, aujourd'hui, reste marginalisé. Donc à la fois d'un point de vue quantitatif, puisque les études sont pas là, et du point de vue, finalement, on reprend ce qui existe déjà, et ça va marcher, et quelque part, même si encore une fois, c'est méchant pour tous les game designers qui ont fait des trucs super, mais on réinvente un peu un système générique de manière différente, et peut-être un peu moins générique que celui d'avant, mais il y a cette idée-là. Et pour moi, c'est à partir de ces deux constats-là, représentativité académique et puis la manière dont l'académisme pensait le système, qu'on s'est dit, simplement en fait en prenant ce qui existe déjà, on s'est dit là il y a quand même une question en fait. Ça questionne la place du système dans la compréhension du JDR par les chercheurs. Ça c'est dans ce sens-là. Cependant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de créativité en game design ces dernières années. Bien sûr. Déjà il y a The Forge qui ne s'inscrit certainement pas dans votre corpus universitaire, mais qui permet en fait d'avoir des réflexions sur le jeu de rôle qui sortent du pattern. C'est ça. Et puis même plus récemment, il y a plein d'auteurs, notamment sur la scène indépendante française, il y a plein de créations. Il y a des choses qui viennent vraiment bousculer. Je pense à moi un jeu que j'adore et que je trouve très paradigmatique, c'est Influenza de Thomas Munier, où en fait il remet en cause plein de présupposés, de ce qui pouvait être des certitudes. En fait, il vient faire exploser tout ça et c'est génial en termes de créativité. Et aussi, tu parles de The Forge. Thibaut. Nous, on a une question fondamentale, c'est de dire on nous a répété système does matter, ok, mais la question c'est comment? La question c'est une fois qu'on l'a dit. Après encore une fois ça veut pas dire qu'il y a pas ça veut pas dire qu'il y a pas des jeux qui montrent comment. Hein. Mais encore une fois c'est plus d'un point de vue théorique là dont on se place. Évidemment les jeux sont là mais tu vois c'est cette idée de se dire maintenant ok la Forge a pointé du doigt ce problème et maintenant comment on explore ça parce que dans cet article de Ron Edwards. Ça, même si l'article, on pourrait me dire qu'il est beaucoup plus compliqué que ça, mais à la fin, en gros, c'est de dire, globalement, il y a trois systèmes au sens large, aléa, fortune ou aléa, donc aléatoire, karma déterministe, et puis drama, cohérence scénaristique, si vous voulez dire. Qui sont repris des Verrouet d'ailleurs. Et vous voyez qui sont repris de choses qui existaient avant, mais ça, c'est pas la question. Mais donc, il y a un peu cette réduction finalement. De la notion de système à ça, même si après il y a plein d'autres choses. On va pas. Mais disons que nous, ce qui nous pose question, c'est de nous dire, ok, ils ont montré quelque chose, ils ont ouvert la voie vers une nouvelle appréhension du JDR, plus attentive en fait à la mécanique.
Et ben maintenant, comment on fait? Tu vois, comment on rentre là-dedans, comment on se glisse dans le moteur interne du JDR pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est dans cette voie qu'on va ensuite essayer de chercher, tu vois. Mais c'est intéressant cette histoire de corrélation entre la faiblesse des recherches universitaires sur finalement le game design et le design des mécaniques, des règles, etc. en vue de faire système, toujours en reprenant les terminologies de The Forge, voilà, parce qu'il y a les règles d'un côté qui sont ce qui est écrit dans la base, et il y a le système qui est ce qui est le soir de la partie, etc. Toujours, hein, pour bien distinguer règles et systèmes. Toujours chez The Forge. Mais ce qui est rigolo, c'est que vous faites tous les deux un espèce de glissement entre, bah voilà, il y a très peu de recherche universitaire là-dessus, et ça explique le fait que progressivement les auteurs-autrices de jeux de rôle vont abandonner la créativité en matière de mécanique et de système et de règles finalement au profit des univers, des beaux visuels, des beaux livres, des belles couvertures cartonnées tout couleurs, etc. En mettant des règles d'or comme celles qui se trouvent dans le livre donc Vampire la Mascarade, parce que justement il n'y a pas de recherche, et donc je pense pas qu'il y ait une causalité stricte, hein, soyons clairs. Non, mais il y a une corrélation. Voilà, il y a une corrélation, et qui est aussi de dire que finalement pour un universitaire, un académique, bah, c'est quand même toujours plus sexy d'explorer un univers, c'est toujours plus sexy de se demander quelle est l'articulation avec la littérature, etc. Moi j'aurais une hypothèse quand même, c'est que dans les deux cas c'est giga dur de comprendre c'est quoi le fonctionnement du jeu de rôle. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de faire ça, ou qui ont essayé en jeu de rôle de vraiment identifier plus en détail, tu vois, comment ça fonctionne, au-delà de juste la pétition de principe système d'Azmatter. Je m'inclus dans ces gens. Et je m'inclus dans les gens qui trouvent ça dur, quoi. Ouais, c'est dur. Et plus dur que peut-être dans d'autres cas, par exemple les jeux vidéo, c'est peut-être un peu plus simple, les jeux de société c'est peut-être un peu plus simple, au sens où c'est un système formel clos dans les deux cas, donc du coup on a un peu plus en visuel les briques, quoi, quand on fait l'analyse de ce genre de choses, de médias. Quelque chose de plus objectif aussi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et derrière, peut-être que les DM designers de jeux de rôle, les universitaires qui s'intéressent aux jeux de rôle sont juste confrontés au même problème, c'est que bah, c'est super dur en fait. Ouais. Enfin, moi j'aurais tendance à proposer que la corrélation vient de là. Ouais. Il n'y a qu'à voir ce podcast, tu vois. Non, mais ça va pas être facile à suivre, tu vois, c'est vrai. Enfin, et puis en plus, on prétend même pas apporter une réponse à la question how does system matter, hein. C'est plutôt pour le coup, c'est plutôt un horizon de pensée, tu vois, de se dire il faut changer la question, tu vois. Ni à ce qu'est le jeu de rôle, on n'a pas de prétention d'avoir découvert l'ontologie du jeu de rôle non plus, quoi. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, Valentin, c'est si vous croyez un chercheur balèze dans n'importe quelle discipline que c'est, essayez donc le jeu de rôle, parce que là c'est vraiment voilà, ça va être voilà, on est d'accord. Sympa, on est d'accord, voilà, c'est ça. Très bien. vous croyez fort, essayez le jeu de rôle. D'accord, très très bien. On avance. J'ai une petite remarque aussi, c'est que l'idée de vouloir faire des méthodologies de création, eh ben, c'est pas si fréquent que ça. Pour avoir lu aussi par exemple sur des méthodes de création fictionnelle, il y a pas mal d'ouvrages finalement, mais quasi tous ils commencent par dire en fait il n'y a pas vraiment de méthode, on apprend en faisant, etc. Et il y a un peu une auto-limitation et l'idée de se dire que la créativité, il y a toujours un peu l'illusion que ça reste un coup de génie et que ça peut pas s'enseigner, etc. Il y a notamment des bouquins écrits par des scénaristes qui disent en fait vous pouvez apprendre à être scénariste si vous êtes déjà scénariste. Super, merci. Et je pense que le fait moi je pense qu'il faut vraiment démystifier ça. Moi j'ai vraiment le sentiment que quelles que soient nos compétences, tout peut s'apprendre. Et ça aussi, je pense, ça s'inscrit dans notre idéal philosophique, c'est de dire en fait tout peut s'apprendre, et puis on reste clairement des nains sur des épaules de géants, et le fait d'apporter des méthodes, des catégories, etc., on peut aider n'importe qui à créer. Après, chacun créera à son niveau. Chacun créera en fonction de ses appétences, de ses capacités, mais je pense que sincèrement, chacun est libre et capable de créer. Et ça, c'est important de défendre ça, je trouve. Mais en l'outillant. L'idée, c'est de fournir les outils parce que c'est... Et pour boucler avec ce que je disais en introduction, moi, c'est le travail que j'ai fait là, avec des patients en hypnose. Et c'est très facile. Et en fait, en posant un cadre, en posant en fait une direction, une aide, un petit, on va dire un élément pour que ça cristallise autour un peu,
et ben c'est très très simple et c'est très rapide. En fait, on arrive à faire émerger des choses chez les gens, on arrive à les faire puiser dans leur imaginaire. En moins de 30 secondes, ils arrivent à générer des images. Donc c'est sûr qu'on peut le faire. Et il faut défendre cette vision-là que la créativité, c'est accessible et c'est pas réservé à une élite. Intéressant. Alors moi, je dirais sous réserve d'avoir la recette. Parce que, en fait, les conseils des scénaristes, je pense qu'ils sont très bons. Au sens où il faut pratiquer pour pouvoir devenir bon dans une activité créatrice. Et que quand on n'a pas de méthode claire, explicite, il n'y a pas d'autres possibilités. Mais en fait, a-t-on une méthode explicite ? Et là, tout l'enjeu est là. Quoi. Mais je pense qu'il y en a surtout plusieurs, en fait. Il y a plusieurs méthodes et je trouve qu'à chaque fois, pour moi, la limite est féconde. Je pense que le fait de créer des règles, des interdits, je le vois dans d'autres domaines, dans la danse par exemple, j'ai pratiqué longtemps la danse hip-hop, et en fait on voit que quand on faisait des sessions où on avait une contrainte, par exemple on disait on n'utilise pas telle partie du corps, ou en fait dès qu'on se mettait des contraintes, c'est là où il y avait vraiment de la créativité, des choses qu'on serait pas allé chercher, etc. Alors que si on n'a aucune limite, on a tendance à reproduire ce qu'on sait déjà faire en fait. Et le fait de se poser des contraintes, c'est vraiment extrêmement fécond dans la créativité. Alors, vous ne le saviez pas tous les deux, mais il se trouve que dans la grille de la cellule cette saison, il y a Revolver Noir, qui est un jeu minimaliste avec des gens qui se posent justement des contraintes comme ça, du genre faire tenir un jeu en 13 cartes à jouer par exemple. Et donc justement, c'est un sujet qu'on a abordé, comment les contraintes sont créatives, à travers justement l'expérience de Revolver Noir. Je ne sais pas si le podcast sera diffusé avant ou après celui-là. Il faut qu'on avance, et qu'on passe. Donc là, vous avez fait, si j'ose dire, l'état de l'art, et maintenant on va passer à votre vision des choses et votre analyse. Et là, on sent que vous êtes moins serein déjà. Tension là. Ouais, une tension. Alors vous avez le temps, prenez votre temps. On a le temps. L'idée, c'est de libérer le potentiel des différents éléments du JDR. Donc la question, ça va être quels sont ces éléments et comment on libère ce potentiel. donc c'est un peu de ça qu'on part. On se dit les patterns c'est bien, mais ça reproduit. Donc comment on fait pour pas reproduire ? Comment on fait pour ouvrir ? Et là on se dit pour faire ça, il faut déjà comprendre ce sur quoi on peut travailler. Et c'est là où on va commencer à introduire la fameuse méthode perso. Alors c'est une blague et puis c'est un peu un acronyme pour que ce soit facile à retenir. Donc l'idée c'est proposition, entité, relation, système et puis opérateur. Perso, P pour proposition, P pour proposition, E pour entité, voilà. R pour relation, S pour système et O pour opérateur, d'où le perso. Voilà, et on se dit en donnant ça déjà c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir à plein d'aspects du JDR. C'est des petits tips, l'idée c'est aussi de rendre un peu accessible la recherche, malgré son caractère des fois un peu abscon, mais c'est de se dire, voilà, déjà si on se dit qu'il y a toutes ces dimensions-là à traiter, ça peut être intéressant. Et puis on commence par la proposition. Alors là, c'est notre acte de foi, mais on pense que la proposition, c'est l'atome du JDR. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il y a que ça, soyons clairs. On va être amis avec tout le monde. Non, mais dans le sens où, de manière très simple, pas de proposition, pas de JDR. Le JDR, voilà, c'est des gens autour d'une table ou autour de ce que vous voulez, qui parlent et qui émettent des propositions. On pourrait discuter le fait qu'ils parlent, le fait qu'ils ont des postures gestuelles, on pourrait discuter tout ça. On discutera. Voilà, pas ça j'imagine. Mais disons qu'il y a un acte de communication fondamental et on va appeler proposition l'atome de cet acte de communication qui porte un sens et qui a pour objectif d'agir sur la diégèse, sur la fiction. Juste pour expliquer la discussion parallèle qu'il y a entre moi et Valentin, c'est que évidemment votre atome du JDR, la proposition, c'est aussi le mien, puisque vous le savez, à travers le Maelstrom, vous poursuivez le Maelstrom, c'est ça. Et donc pour continuer, c'est que Valentin était venu à la cellule la saison dernière casser justement le Maelstrom à l'aide en tout cas présenter les limites et une critique de la proposition finalement, et à travers elle de mon modèle explicatif. Et donc vous êtes plutôt mes héritiers entre guillemets, c'est-à-dire après on aura l'occasion de s'en expliquer. Voilà, bien sûr. C'est pour expliquer juste le. Il y a sans doute pas
conflictualité stricte. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une grosse complémentarité et à mon avis, il y a beaucoup à travailler dans cette direction-là. Alors ça, on en reparlera. On en parlera après, au moment où on parlera de nos critiques. Très bien. Donc la proposition pour vous, c'est d'où le perso. Le P de perso, c'est pour proposition. C'est le fondement, c'est l'atome du jeu de rôle. Vous dites, c'est l'élément le plus important. Et après, on appelle ça l'interface. Ouais, c'est l'énoncé qui vise à modifier la fiction. Notre idée aussi, c'était de vraiment centrer en fait sur ce qui va articuler les joueurs et la fiction. La proposition et l'énoncé, écoutez bien ça, là ça c'est important pour vous auditeurs, auditrices, retenez bien cette définition. La proposition pour Guillaume et Thibaut, c'est l'énoncé visant à modifier la fiction. C'est très important. Sachant que l'énoncé, en effet, comme disait Thibaut, il peut être oral, écrit, gestuel, il n'y a pas trop de débat là-dessus en fait. Voilà. Mais globalement, il porte un sens, enfin il porte une charge de sens qui a pour objectif de, sans mauvais jeu de mots, qui a pour objectif de modifier la fiction. C'est-à-dire normalement, après une proposition, alors on va voir qu'elle peut être rejetée, etc. Mais disons que dans son intention, le joueur veut que l'état du monde fictionnel change. Voilà. C'est excellent. Donc la diégèse change. Donc pour l'instant, on fait pas trop de différence entre fiction et diégèse. On pourrait sans doute le faire, mais bon, donc pour l'instant, on fait pas. Très clair. Très clair. N'anticipez aucune de nos remarques avec Valentin, vraiment développez votre idée jusqu'au bout. Faut parce que je vous vois nous regarder en mode. Ah non, mais on marche sur des œufs. On vous regarde parce que. Non, il n'y a aucun problème. Donc ouais, mais moi je partage. Moi déjà, ça c'est une intuition que je partage pour partie. En fait, Romaric a recruté des gros bras pour qu'on soit en supériorité contre Valentin. Exactement. C'est ça. Gros bras, tes potes en fait. C'est ça, super. Hein. Belle mentalité. Ah j'adore. C'est exactement. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que donc là on vient de dire l'articulation entre narration et entre ludico-narratif si on veut. Et là l'idée intéressante, c'est de se dire aussi, c'est connecter là. En fait, la proposition, elle est quelque part. Attention à ton micro. Elle connecte le joueur. Oui. Elle connecte la fiction, comme on vient de le dire. Et entre les deux, elle engage le système de jeu. Voilà. Et donc finalement c'est un peu ce triplet là qui va se mettre à fonctionner et qui va permettre. Donc fiction. Vas-y, rappelle. Quelque part, on a dit que c'était l'interface entre quelque part entre le joueur et la fiction. Enfin, le joueur au sens large, hein, mais MJ est évidemment confondu. Et entre les deux, quelque part, cette interface là, elle est poreuse, mais elle est pas si transparente que ça. Et c'est là où on va essayer de développer la notion de système. Système de jeu, système de résolution, on reviendra dessus. Mais cette idée, c'est de dire qu'il y a des filtres. Il y a des moments où ça active des choses, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas, il y a des choses qui sont modifiées. Voilà. Alors je voudrais juste ajouter un dernier truc pour les auditeurs auditrices, c'est que qui est habitué du Maelstrom, la proposition dans l'article Le Maelstrom ne revêt que la proposition douée de sens. Donc par exemple, elle ne prend pas en compte. Au moment où j'écris le Maelstrom, j'y avais pas pensé, c'est complètement stupide de ma part, mais j'y avais pas pensé. Par exemple, les actes non verbaux. Les moments où juste tu lèves le pouce et tu valides. C'est du sens. Voilà. Oui, mais sauf que dans le Maelstrom tel qu'il est écrit, moi je ne pars que des propositions genre la bière est sur la table, tu vois. Oui. Voilà. Et vous, c'est ça que je trouve intéressant dans votre méthode perso, c'est que vous incluez dans la notion de proposition. Voilà. Donc ça c'est pour. On considère qu'il y a des contenus sémantiques en fait. Et c'est tout. Et là, je pense qu'il y aura peut-être des connexions avec Valentin. C'est cette idée de dire que c'est avant tout un acte de communication. Mais vous voyez que la proposition que vous employez vous est enrichie par rapport à celle qui est présente dans le Maelstrom. La proposition qui est présente dans le Maelstrom, c'est vraiment celle au sens de Wittgenstein, c'est-à-dire la proposition, tu vois, la bière est sur la table, il y a un sens, etc., etc. Ce qui était une limite au Maelstrom qui avait été souligné par un auditeur. On pourrait ouvrir une question de fond qui est de se dire est-ce que toutes les propositions pourraient être verbalisables. Ça, je sais pas très bien en fait. C'est cette idée de se dire est-ce que je suis capable d'expliciter. Est-ce que pour qu'il y ait proposition, il faut que quelqu'un soit capable d'expliciter le sens. Tu vois, versus la musique, hein, pour le dire un peu vite. En sachant qu'il y a peut-être des musiques qui portent du sens et puis d'autres qui n'en portent pas. Donc là, pareil, il faudrait. Mais bon, ça c'est un peu raffiner le. C'est très cool en tout cas. Voilà. Donc pourquoi est-ce que vous êtes là aussi ? C'est parce que vous êtes venu
donc à moi, Thibaut et Guillaume, en vue aussi de me poser des questions sur le Maelstrom, parce que vous aviez la méthode perso en tête et vous vouliez savoir exactement ce que j'entendais par proposition. Vous êtes venu me poser des questions, et quand je vous ai entendu poser ces questions, je me suis dit, attends, ils sont en train de corriger les erreurs du Maelstrom et de l'affiner et d'aller plus loin en fait. Et immédiatement, j'ai appelé Valentin et je lui ai dit, Valentin, il y a des gugus qui sont en train de modifier le Maelstrom et machin, il faut que tu sois là. Et voilà, c'est pour faire un peu la genèse de ce podcast aussi, et de dire, bah voilà, il faut à tout prix qu'on en discute tous ensemble, ça va être super intéressant. Et donc vous m'avez cassé la tronche parce que en fait vous avez non mais si, mais c'est façon de parler, voilà, vous êtes venu et vous avez raffiné un petit peu le Maelstrom, vous avez montré aussi ses limites et ses failles, et vous avez enrichi justement cette... Ça, c'est parce que ça... Pourquoi je le dis maintenant, c'est parce que ça porte précisément sur cette notion de proposition. Elle est plus riche, c'est-à-dire que pour les gens qui sont habitués au Maelstrom, il faut envisager que la proposition dans le système perso est plus riche. Elle a hérité en fait de certaines idées aussi de Valentin. Ouais, tout à fait. Et voilà, tu vois, c'est ça, c'est que c'est pas tout à fait la même proposition dont vous parlez. Donc voilà. Mais moi, par contre, c'est la proposition dont je voulais parler. Ouais. C'est-à-dire, vous avez réussi à mieux exprimer que moi ce que je voulais dire en fait. C'est ça que je voulais dire. Voilà, allez, je vous laisse reprendre. Donc là, on se dit, là, on vient de le comprendre, la proposition, c'est l'interface. Mais la question, c'est l'interface entre quoi et quoi. Bah oui. Et donc on se dit, bah, ludique, narratif, tout ça c'est bien gentil, mais c'est quand même très, très surplombant, c'est très gros, c'est quand même des grosses patates, donc comment on fait? Et là on se dit, bah nous on a besoin quand même de modéliser, parce que ce qu'on veut c'est pouvoir manipuler des objets. Et donc là on pose le E, on pose l'entité. On pose la deuxième étape quelque part dans la méthode, qui est de dire il faut qu'on comprenne les entités. C'est-à-dire il faut qu'on comprenne les entités qui sont du côté de la table, enfin du côté du réel si vous voulez, et puis il faut qu'on comprenne les entités du côté de la fiction. Et donc ça on se dit bah voilà, là il y a deux ensembles d'entités qui sont de part et d'autre quelque part de la ligne de fiction ou de la ligne de jeu, parce que c'est une frontière, donc ça, on est un peu entre les deux. Et donc la proposition, ça articule ces deux éléments-là. Donc ça, c'est un peu la jonction quelque part entre des entités, donc un joueur, ça peut être une pile de cartes, ça peut être, vous pouvez imaginer tout du côté du réel, et puis vas-y, ouais. Pour clarifier, quand tu dis articuler, c'est pas clair pour moi. C'est un peu l'idée que ça convoque des éléments. En fait, la personne qui va produire la proposition, elle est directement impliquée, c'est en tant qu'émetteur. La personne en général a un but, alors qu'il soit conscient ou inconscient, mais en tout cas dans notre acception, c'est que ça doit changer la fiction, donc il a un but fictionnel. Donc là on a un peu l'émetteur, le récepteur, mais pour cela il va convoquer des éléments qui peuvent être à la fois narratifs et à la fois ludiques. Par exemple, je mets un coup d'épée sur le troll, voilà, prenons un exemple un peu basique. Et ben, je vais mobiliser la représentation de l'épée dans la fiction, mais je fais aussi référence à ma fiche de personnage où il y a épée plus 2 dégâts par exemple. Et c'était ça notre idée quand on parle de proposition de narrativo-ludique, c'est que il y a des choses qui sont produites, enfin des choses produites en jeu qui vont passer dans la fiction. Tout ne va pas passer. Ça c'est intéressant, et on verra peut-être un peu plus tard là. On peut citer directement par exemple Wushu, qui est un exemple un peu extrême où la manière dont on va décrire l'action va rajouter des dés. Et par exemple, si on dit on saute en piqué diagonale, on va avoir des dés parce qu'on fait de la description, et donc là on récupère des éléments ludiques. Mais il y a d'autres jeux où finalement on a beau décrire l'action comme on veut, ça restera un coup d'épée à plus 2. Et donc il y a des filtres qui sont différents selon les jeux. Et donc ça c'était intéressant de mettre ça en lumière, de voir que les filtres étaient variables. Et on voit qu'il y a des effets de miroir un peu entre ce qui se passe dans la fiction et ce qui se passe à la table de jeu. Thibaut, tu veux ajouter un truc ? Ouais, bah oui, parce que en fait, effectivement, ça c'est j'utilise souvent articulé de manière pas toujours très cohérente, mais j'aime bien ce mot-là, je trouve que c'est toujours ça parlant. Mais en fait, de manière précise, ce qu'on appelle l'articulation, c'est relation. C'est notre fameux R. C'est ce que j'ai. C'est notre fameux R. Et donc, il y a plusieurs types de relations. Il y en a, on en identifie deux principales. Hein. C'est la relation d'autorité, qui donne en fait le droit de parler sur ou pour quelque chose.
Et donc là, on va pouvoir jouer. Et là, quelque part, là, on commence à comprendre l'intérêt de ce modèle-là. C'est qu'à partir du moment où on a un schéma bien fait, avec d'un côté des patates avec des noms de joueurs, et puis de l'autre des patates avec des noms de décors, d'armes, d'équipements, de joueurs, de tout ce que vous voulez, on peut reconfigurer les liens en fait d'autorité. Il suffit d'effacer le trait et puis de le retracer à côté. Et on se dit, tiens, ça devient utilisable. Et l'autre relation, qui est aussi une relation clé, c'est la relation de référence, où là on va avoir, avec tous les enjeux effectivement de savoir ce qui est traduit ou pas, on a la relation de référence. Par exemple, à votre personnage, derrière il y a une feuille de perso, donc il y a une relation de référence nette entre le personnage et puis sa modélisation ludique. On a des relations de référence qui peuvent être un peu plus subtil ou pas, mais de se dire par exemple, tiens, je donne un casse-tête dans le réel, donc j'ai une entité ludique qui s'appelle casse-tête, et puis quand la personne le force, ça ouvre mon entité narrative qui s'appelle coffre. Voilà, donc là on a des liens en fait. L'idée c'est de construire ces liens entre narration et fiction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bidirectionnel, c'est que ça va vraiment. Il y a des choses qui vont rentrer depuis la table dans la fiction, et puis il y a des choses qui vont aller de la fiction vers la table, et qui a une influence réciproque. Et ce qui fait que c'est aussi ça, je pense, la force du processus intercréatif dans le JDR, c'est qu'il y a toujours une instabilité en fait. On est toujours ça crée de l'instabilité, ça crée des situations instables où il y a toujours des nouveaux éléments qui se rajoutent. Et l'idée, c'est que pour que la fiction progresse et pour que les résolutions aussi soient intéressantes, après on pourra peut-être parler du détail où des fois il y a des impasses un peu des actions des joueurs, mais pour que ce soit intéressant, il faudrait qu'il n'y ait jamais deux situations identiques dans la même partie en fait, qu'à chaque fois le contexte soit différent, et ça vient enrichir en fait. Comme on a modifié le contenu fictionnel, les données dont on dispose pour prendre des décisions ont changé, donc il y a sans cesse une mise en tension du joueur. Donc, est-ce que je pourrais reformuler ça comme ça, c'est que l'entité, donc c'est l'objet qui entre, ce sont les objets, fictionnels ou réels, qui entrent en relation, qui sont mis en relation au sein des propositions. C'est-à-dire... Oui. Voilà. Très bien. Donc, je vous rappelle, proposition, on a vu que c'était l'atome pour le système perso, l'entité qui fait le E de perso. Donc l'entité, ce sont des objets réels ou fictionnels qui vont être mis en jeu dans les propositions. Et puis ensuite, les relations qu'a commencé à nous expliquer tout à l'heure Thibaut. Deux types de relations, des relations d'autorité et des relations de référence sur ces objets. Et voilà. Et donc, en fonction des relations... Alors, qu'on comprenne bien ce que c'est que les relations. En fonction des relations qu'on a, enfin, des droits que nous accorde le système, on va avoir des relations différentes aux objets, si je comprends bien. Oui. On va pouvoir configurer ces relations-là. Tu pourrais nous donner des exemples de relations d'autorité et de relations de référence, peut-être ? Ouais. Très clair. Très simple. Relation d'autorité en système classique, c'est moi, joueur, j'ai... total contrôle, allez, on va dire ça. Total contrôle sur mon PJ, relation d'autorité classique. Là, nous, parce qu'on est un peu taquin, on essaie de complexifier un peu la chose. On reprend aussi des choses qui ont déjà été posées par Coralie David. On veut pas non plus, voilà. Mais on se rend compte qu'il y a plusieurs types de relations d'autorité, d'accord ? Alors, il y a ce qu'on va appeler la relation d'autorité animative. Donc là, c'est comment... Après, oui... Non, c'est super. On pourrait discuter les termes. L'idée, c'est juste de dire, c'est quoi l'animation ? Ça peut être plein de choses, mais c'est notamment donner une âme. C'est à la fois donner une âme et animé au sens c'est chez Coralie David ? Non, ça je crois que c'est chez moi. En fait, Coralie David, elle distingue l'autorité résolutive et l'autorité générative. Ouais. Donc l'autorité résolutive, ce qui va résoudre l'incertitude, donc notamment le système de résolution. Ouais. Très bien. Et l'autorité générative, c'est en fait dans le sens de Coralie David, ça produit de la fiction. Qui produit de la fiction, voilà. Et nous, on a voulu scinder autorité. Si, c'est vraiment qui sert à générer de la fiction dans l'autorité générative chez Coralie David. Et nous, on voulait le scinder en deux, en fait, pour le rendre plus manipulable. Encore une fois, c'est toujours dans une perspective de game design. Et on séparait l'autorité générative en deux sous-types, qui est l'autorité animative, comme décrivait Thibaut, donc donner une âme, interpréter, proposer des actions. C'est le marionnettiste, en fait. Ouais. Voilà. L'autorité animative. Et puis aussi, il y a aussi l'idée de drama et d'interprétation aussi en plus. Avec du bleed, avec tout ce que vous voulez. Et l'autorité démiurgique, qui est la création de nouvelles entités fictionnelles. Ouais. Donc en fait, il y aurait un peu, on crée des entités, on les anime. Réification. Donc traditionnellement, le rôle UMJ.
mais pas que. Et c'est là en fait où le modèle peut devenir intéressant, c'est de se dire et si on disait, c'est le fameux et si qui est générateur, et si on disait que de temps en temps, l'autorité générative elle passe au joueur. Vous pouvez le faire avec un jeton, avec ce que vous voulez, et tout d'un coup le joueur il peut créer l'objet dont il a besoin dans une scène, etc. Ouais. Cette idée-là. On peut trouver dans Trip to Sky, par exemple. Relation de référence. Relation de référence, là, c'est plus cette idée de dire, pour le dire simplement, j'ai une modélisation ludique, donc de notre côté de la table, entre nous, j'ai une modélisation ludique d'un élément narratif, qui peut prendre plein encore une fois, depuis la fiche de personnage, le cadenas qu'il faut forcer, enfin voilà. Je comprends pas. Tu comprends pas? Non, vas-y. Détaille un peu plus. Peut-être essayer, je pense qu'il y a par exemple dans ta fiche de Donjons et Dragons, tu vois, t'as des caractéristiques sur ta fiche de personnage, genre force, dextérité, je sais même pas c'est quoi dextérité, des trucs comme ça. Bon bref, vous saurez. Oh là là, il sait pas. Charisme, intelligence. Des trucs comme ça. Moi non plus, je sais pas. Tu vois, genre imagine ta force 20. Ça, je sais, c'est beaucoup. Force. Ça, non, c'est très beaucoup ça. C'est beaucoup 20. C'est très beaucoup. En fait, le truc, corrigez-moi. Ouais, bien sûr. Vas-y. J'ai l'impression qu'il y a une relation de référence entre ce qu'a écrit. C'est sur le réel de ta feuille en papier, quoi. Ouais. C'est écrit force 2.20. Donc ça, c'est pas dans la fiction. Ouais. C'est dans la réalité, cette feuille de papier sur laquelle c'est écrit force 20. Ouais. En fait, il y a une relation de référence entre ton bonhomme dans la fiction, il est très musclé. Ouais, c'est ça. Donc il y a un rapport, il y a une relation de référence et il y a un rapport entre ce qui est écrit, 20, force, et dans la fiction, ça veut dire, ça renvoie au fait, ça fait référence au fait que ton bonhomme est très musclé. D'accord. Ça, c'est une relation de référence. Et ce serait pareil sur de l'équipement. Par exemple, tu dis il boit sa potion de soin et tu regardes combien ça te fait de points de vie ta potion de soin. En fait, la relation de référence, si je vous suis bien, on en fait usage pour se justifier par exemple de tel ou tel phénomène dans la fiction. Par exemple, ouais mais là t'as enfoncé la porte. Ben oui mais j'ai le droit, regarde, j'ai 20 en force. Et encore une fois c'est bidirectionnel parce que ça pourrait être en fait en effet ça me donne le droit de faire certaines choses, mais ça pourrait être le MJ me décrit une salle d'armes et je dis je récupère une épée et là le MJ me dit tu ajoutes une épée à ton inventaire par exemple. Très bien. Ouais. Et donc ça passe de la narration aussi au ludique, au réel. Enfin, de la. Exactement. Il y a vraiment l'idée que c'est un peu le reflet ludique du monde fictionnel en fait. Excellent. C'est un miroir déformé. C'est une dérivée. Mais c'est une fonction dérivée. Exactement. Et toute la question, c'est comment ça déforme. En fait, c'est un peu ça notre question. C'est de comprendre comment ça déforme. Il y a même deux questions. Il y a qu'est-ce qu'on veut voir refléter, qu'est-ce qu'on veut voir référer. Ouais. Et deuxième chose, c'est en effet comment, par exemple, si on pense à, par exemple, Influenza, il n'y a pas d'inventaire dans mon souvenir. Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais je crois pas qu'il y ait d'objets. Ça me dit rien. Il y a des traits, il y a des expériences. J'y ai pas joué. Mais par contre, il me semble pas qu'il y ait d'inventaire. Et donc ça, c'est intéressant. C'est des parties pris intéressants, donc qui veulent dire explicitement, on va pas se concentrer sur l'équipement en fait. C'est pas le but du jeu. Excellent. Très bien, très clair. Ouais, très clair les Ryu là. Ah, c'est bien ça. Donc on avait la relation. Est-ce que vous voulez un petit peu continuer sur cette notion de relation ? Je pense qu'il faut finir le perso quoi, et surtout le perse. Avant de jouer, il faut finir le perso. En fait, parce qu'on est aux portes du système. Et là, l'idée, c'est la phase d'après, c'est de dire, on a des entités qui sont articulées avec des liens. Bon, ça ressemble quand même vachement à un système. Oui, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça qu'on l'a pensé. Et on se dit, ok, donc en fait. Le système de jeu, donc le S de perso. Le S, alors il y a plusieurs systèmes, on le verra, mais disons que le système de jeu, c'est une configuration singulière de liens d'autorité et de liens de référencement entre des entités réelles, ludiques, et puis fictionnelles. Voilà. C'est comme ça qu'on l'amène. Et on se dit, avec ça, c'est minimaliste. Hein. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de minimaliste et en même temps, quand même, d'assez opératoire parce que ça permet d'avoir une vision simple de différents systèmes de jeu sans rentrer dans tout un tas de considérations. En fait, il y a vraiment un équilibre à trouver, je trouve, dans le game design. C'est qu'à la fois, il ne faut pas que ce soit complètement abstrait parce que le but, c'est que ce soit manipulable, mais il faut que ce soit suffisamment ouvert pour que les gens puissent y projeter ce qu'ils veulent. Et donc, nous, on n'est pas prescriptif sur tel système est meilleur qu'un autre. C'est essayer de comprendre comment ça s'articule et de dire, au lieu de proposer en fait quelque chose de trop précis où c'est difficile après de le remodeler, c'est d'avoir un niveau d'abstraction suffisant pour dire si on se repose sur des entités et des relations, vous choisissez générer les entités que vous voulez qui correspondent à votre univers, à ce que vous voulez faire,
Et ensuite, dites-vous que tous les liens sont reconfigurables et comment ça peut varier dans le temps et comment ça peut faire des expériences différentes, d'avoir des liens différents. Excellent. Donc ça, c'est le système. C'est comment, en fait, ces entités... Comment ces entités s'articulent. Et là, on voit bien, c'est ce que Guillaume vient de dire, globalement, mais on voit bien le premier acte d'un game designer, qui est de se dire, finalement, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir autour de la table ? Et c'est qui on joue, en fait, qu'est-ce qu'on joue ? Et ensuite, sur quoi on agit, voilà. Et ces deux questions-là, elles sont fondamentales. C'est le premier acte de se dire, bah, effectivement, est-ce que j'ai envie d'avoir 10 milliards d'épées ou simplement, en fait, je m'en fous, tu vois, une arme, ça suffit. Ou même pas, ou il n'y a même pas besoin de ça. Et ensuite, c'est de configurer. Donc, tu vois, c'est un peu cette idée de se dire, on revient aux fondamentaux de notre rapport au jeu. Tout en gardant cette idée que derrière, après, il va y avoir une proposition qui va articuler ces différents éléments, qui va rassembler enfin, tu vois, qui va jouer l'interface entre ces éléments-là. T'as une petite question? Non, j'ai une proposition. Est-ce que c'est bon avec le perso, au moins dans sa présentation d'ensemble? On n'a pas fini avec les opérateurs. Les opérateurs, globalement, ils sortent du système parce que c'est là pour agir sur le système. Donc alors du coup, les opérateurs, en plus, c'est pour mettre en relation des systèmes, si je me rappelle bien. Je vous propose un truc, peut-être que ce sera coupé au montage, je sais pas, tu me dis. Valentin, vas-y. Moi je dis, venez, on fait en genre 5 minutes une toute petite partie de jeu de rôle. Genre Romaric et moi, genre on joue, genre je suis MJ, t'es joueur. T'as un dé là, s'il te plaît? J'ai un dé, je peux te trouver ça rapide. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeu de rôle sans dé, hein, comme on le sait. Bah bien sûr. Non, mais c'est important d'avoir... En plus je suis MJ et c'est Romaric qui est joueur, donc... Ouais, c'est important. Attends, je vais te chercher ça. T'as besoin de quoi comme dé? Un dé 20? Je sais pas, un dé 6, un dé 20 là, comme ça. C'est plus sérieux, ouais. C'est plus sérieux, ça on n'y connaît rien dans le dragon. Donc... Ouais, alors vas-y, écris sur ta feuille, parce qu'après vous écoutez bien, parce que vous allez analyser ça en termes de entité, relation, ah ouais, c'est tellement une bonne idée. Tout machin. Ouais, très bien. Rendons ça très concret, ok? Ouais, donc appliqué, on va faire des sciences appliquées. Donc, je sais pas, t'es quoi? T'es un archer ou t'es un guerrier? Je suis un guerrier. T'es un guerrier. Du coup, t'as force combien? Genre 10 ou 12? 10 ou 12 ouais. Je vais plutôt prendre 12. Ok, et du coup, bah t'as agilité 10. Ok, d'accord, très bien, on fait ça. Agilité, donc je note, agilité 10 et force 12, très bien. Ouais, nickel. Bon, bah tiens, ça c'est ton D20. Ouais, ça roule. En fait, ce qu'on va faire, c'est je vais te donner une situation problématique. Bon, tu vas castagner, qu'on se le dise. Ouais. Et toi, tu vas devoir me dire ce que fait ton personnage. Ouais. Et puis, en fonction de ça, moi, je vais juger si je te rajoute des bonus ou des malus en fonction de ta description, tu vois. Très bien, ouais. Et puis ensuite, on verra ce qui se passe. On va faire une toute petite scène. Ouais. Ok, c'est bon. T'es dans la forêt. Je suis dans la forêt. T'es affamé. La nuit tombe et t'entends des loups qui hurlent à la lune. Ils sont derrière toi. Ils se rapprochent. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que j'ai comme équipement sur moi? Je te laisse écrire une épée. J'ai épée. Vu que t'es guerrier. Et une armure de cuir, et c'est tout. Armure de cuir. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que j'ai une torche quand même ou est-ce qu'on est non, vraiment là, dans le noir? vraiment, ça a tombé du jour, là, c'est vraiment la pénombre. C'est la nuit complète, quoi. Ouais. Non, c'est la pénombre, c'est le crépuscule. Ah oui, d'accord, donc je vois quand même un peu les loups. Tu vois un petit peu, mais tu sens qu'ils approchent. Ok. Je vais essayer de mettre un peu quelque chose dans le dos. Donc je sais pas s'il y a des arbres, par exemple, tu vois, deux arbres qui sont un peu proches pour éviter d'être. Je sais que les loups attaquent en meute et donc potentiellement je vais me faire attaquer de tous les côtés. Donc j'essaye de me coller en fait contre un arbre et donc j'attends les premiers qui vont arriver. Donc c'est un monde fantastique. Du coup, tu as un énorme chêne avec un tronc qui fait des dizaines de mètres de diamètre. Tu vois, c'est vraiment. Parce qu'en plus, comme il est arrondi, tu vois, ça n'empêche pas mon geste ample, mais ça me protège quand même un peu de mes arrières. Et donc là, du coup, j'attends le premier. Ils sont comment ils sont devant moi? Deux, c'est un couple, manifestement. Bon, tu sais que c'est un couple. C'est un couple. Je sais pas pourquoi. Séparer les familles, ça peut pas faire. C'est pas possible. Mais ça va être difficile. Donc, le premier loup t'attaque. Donc, il se jette à ta gorge, affamé, plus que toi encore. Putain. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas me transformer en loup. Bah non, ça c'est pas possible. Okay. Bah je dégaine mon épée et j'attaque le premier. Ok, donc alors comment tu attaques? Je porte un coup ample en fait pour toucher, pour me défendre en même temps du deuxième loup, tu vois, essayer d'avoir un coup circulaire. On va appeler ça comme ça. Du coup, je te donne un bonus de plus 2. Ah oui, parce qu'il faut que je décrive. Plus je décris, mieux c'est. Ça dépend en fait, c'est moi qui juge si ce que tu me décris c'est bien. Alors dans la tête, je me mets une musique de Conan le Barbare pour me motiver. Ça marche. Est-ce que ça me donne un bonus ou pas d'avoir la musique ça donne de Conan pas un bonus ça donne pas un bonus. Ok. Non. C'est pas un jeu de rôle. Qu'est-ce que Vas-y, jette ton dé.
J'ai fait 4. Alors du coup, t'avais 14 en force, tu vas faire en dessous. Ouais, donc c'est bon, t'as réussi. Donc là, tu me décris ce qui se passe. Donc en fait, je frappe en fait avec le coup circulaire. Donc je fais reculer un petit peu le premier loup et je frappe à la gueule le deuxième qui vole en fait, qui va s'éclater contre un arbre sur le côté. Il pousse un gémissement. Fin de la partie. Ah non, Valentin. Ah non, Valentin, vraiment. On peut continuer là quand même. Non, je pense qu'on a le matos là. C'est pas mal déjà. Je pense qu'on a le matos pour dire c'était quoi les entités. Est-ce que j'ai été meilleur ou moins bon que ChatGPT, Valentin, pour ce test? C'était pas mal. Référence à un podcast précédent de la saison dernière. Ok. Donc, comment vous analysez ça? C'est-à-dire en termes entité, relation, système. Là, on considère que tu es un game designer qui invente à la volée un jeu. Et donc, il n'y a plus qu'à. Qui hérite beaucoup de Donjons et Dragons quand même, avec ce coup de système. Non, il faut reconnaître la spécificité créative pour nous, de Valentin. Les deux entités de base, c'était Valentin et Romaric. Donc en tant que joueur. Autour de la table. Ouais. Les entités réelles. Les entités réelles. Ouais. Puis, ludiques. Si donc t'as un personnage, il y a le personnage de Romaric. On pourrait ajouter le dé, mais on peut l'intégrer au système. Là, le dé, il a pas suffisamment de personnalité pour se dire vraiment. C'est vrai que moi, mais on pourrait. Il a pas de personnalité, mon dé là. Non, mais effectivement, on pourrait, mais bon. Mais il y a le personnage, même s'il a pas été nommé, il y a un personnage. Donc ça, c'est une entité pour nous. Et ça, c'est une entité de base. Là, on est vraiment sur la manière dont tu fais le setup du jeu, tu vois, parce que tu le construis avant. Toi, on n'est pas encore rentré dans la partie, enfin de ce que j'ai entendu. Et tu dis Romaric, tu fais référence à une fiche de perso. Donc là, tu es en train de dire, enfin pas Romaric, mais ton guerrier qui n'a pas de nom. Ouais. Tu dis ton personnage, tac, tu viens de lui attribuer, tu viens de le référencer si tu veux sur une fiche de personnage qui comporte seulement 3 éléments. Bon, n'est pas Donjons et Dragons qui veut. Force, agilité. Non, et la classe. Tu as dit c'était un. Enfin bon, là ça n'a pas forcément d'impact. Épée et armure de cuir. Mais ce qui est intéressant là, c'est de dire l'entité, elle a des attributs. Ce qu'on va voir après, on l'a pas abordé, mais en gros, on détermine en gros les entités ont des attributs. Les attributs, c'est un peu des. Ça, c'est ce qu'on va appeler le paramétrage. Des catégories en fait où on va auxquelles on va attribuer des valeurs. Donc là. Pour moi, ton entité, c'était ta fiche de personnage. Elle avait son attribut, on va dire, inventaire avait l'attribut arme, et ça a été la valeur qui a été accordée à l'arme, c'est l'épée. Voilà. Donc en fait, il y a un peu un effet d'entonnoir, si tu veux. Donc tu avais épée, armure, donc qui sont en gros deux valeurs de l'attribut inventaire sur ta fiche de personnage. Vous pouviez imaginer qu'il y avait peut-être des points de vie, d'autres choses, mais ça n'a pas été évoqué. Donc, plus tes 2 caractères. Et cette épée, elle pourrait avoir ensuite un paramétrage qui fait tant de dégâts, etc., etc. Là, c'est pas le cas. Là, c'était pas le cas, mais après, le jeu est en cours de création. Ah non, il était fini. C'est un Pico Games. Mais c'est pour ça que c'est. Et sur la force. J'insiste, c'est vraiment l'état du jeu tel qu'il est, quoi. Tu vois, la force pour nous, c'est une valeur. Et son paramétrage, c'est 12, tu vois. T'attribues un chiffre, si tu veux, à ta valeur force. Et agilité, pareil, t'as mis 10. Relativement au D20 qui était notre... Parce que pour évaluer une force, je rappelle qu'il faut la relativiser... Enfin, faut l'expliquer au sein de la mécanique. La 12 sur un D20, ça me permet d'évaluer effectivement qu'elle est moyenne plus. Donc là, on n'a pas commencé le jeu encore et t'as posé ton perso, globalement. Et t'as pas précisé en fait les personnage liens... là du coup, hein, pas le. Ouais, t'as pas précisé les liens d'autorité, mais en fait on va se rendre compte après qu'ils vont se mettre naturellement en place en fait. Et il y a aussi un truc qui est hyper intéressant qu'on trouve beaucoup en impro, c'est la négociation pour le statut. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Romaric il questionne des choses pour savoir en fait s'il peut faire ou pas, etc. On va le voir après. Les autres éléments qu'il y avait le décor. Ça, on pourrait dire, en fait, les décors, c'est un peu des ensembles d'entités. Si vous voulez, les entités, elles pourraient se découper en sous-entités ou en sur-entités. C'est qu'il y a des choses qui vont se rassembler. Genre, il y a la forêt, dans la forêt, il y a les loups et le chêne, au moins. Il y a la singularisation. Ouais. Et justement, on va y arriver. Ça, c'est hyper intéressant sur comment l'arbre, il apparaît. Donc, dans les singularisations du décor, il y avait en effet le loup. Il y avait la temporalité. Tu as dit qu'il y avait un clair de lune, etc. Pénombre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as pris l'autorité sur le personnage de Romaric en lui affectant un état. Tu as dit qu'il était affamé. Ouais, ah oui, je m'en souviens bien. J'y étais. Et ensuite, là, ce qui va dérouler, ça va être une fois que toi tu as posé le décor et en fait tu poses une menace. Et donc là, tu as une autorité qui est générative. Ouais. Tu crées les éléments. Démiurgique, on va dire. Et ensuite, tu dis que fais-tu. Et en fait, quand tu dis que fais-tu, ça revient à dire
vas-y, tu es libre d'exercer ton autorité animative sur ton personnage. Et qu'est-ce que tu fais? Et donc là, ce qui est intéressant, ça a été vraiment que Romaric, en fait, il émet une volonté, il dit qu'il veut se cacher. Et en fait, il va utiliser le décor et il va faire des singularisations à partir de catégories que tu as données. En gros, tu avais mis la catégorie forêt. Et en fait, il déduit, il fait ce que Romaric appelle souvent les réifications. Il dit, il y a une forêt, donc il y a un arbre. Donc il y a des implicites. Et donc là, il fait une singularisation. Et c'est dans notre acception, pour moi, ce serait une forme d'autorité démiurgique, en fait. Ah oui, parce qu'en plus je dis, tu vois, ce genre d'arbre qui se dédouble là où tu as deux arbres, tu vois, pour le coup, j'ajoute des informations, je fais plier le MJ. Là, si. Pour le coup, pour moi, il y a une négociation de statut en fait pour savoir le fait qu'on soit dans une forêt, ça peut avoir et justement, et après c'est toi qui récupères la main en fait en disant quel arbre, c'est un chêne et tu redonnes des attributs au chêne. Il y a donc l'attaque, et là c'est intéressant parce que ça met en... Là on voit ce qui va se traduire ou pas dans le ludique, puisque Romaric dit qu'il fait son attaque, donc il fait le test, donc là recours à un système de résolution, qui est une partie du système. Tu considères qu'il y a un succès, et donc en fait là tu délègues l'autorité animative. Tu lui dis, vas-y, décris-moi l'action. Donc là c'est un peu, toi tu renonces à tes fonctions temporairement. Valentin. Il y a juste un petit avant, tu as quand même pris en compte le fait que la description de Romaric était pertinente. Il l'a fait après. Non, pour le plus 2. Ah oui, pour le plus 2, t'as raison. Donc là, ça, c'est traduit en ludique, à ce moment-là, il y a... Alors là, on n'est pas rentré dedans, mais on le verra tout à l'heure sur la manière dont la proposition, justement, elle peut être complexifiée. C'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose... actionnant un autre chose, tu vois, c'est la proposition de base, c'est un peu ternaire, un sujet, une action, un objet, on va dire, pour faire simple. Là, tu dis, quelque part, en tant que game designer, tu dis, j'ai envie de complexifier un peu ça, donc en fonction de la qualité de la proposition, là, fondamentalement, c'est une attaque. Mais la manière dont tu vas faire l'attaque, tu le réintègres en disant, oui, ça vaut un bonus. Donc là, le game designer, il a pris en compte la nature de la proposition pour accorder ou pas le bonus. Du coup, là, dans votre grille, le fait que le meneur puisse changer, ajuster la valeur du dé ou de la force ou quoi, en mettant un bonus ou un malus, c'est quoi? C'est une relation? Ça se traduit comment? Le fait que j'ai le droit de faire ça et que je le fasse, quoi. Pour moi, ça rentre dans le système d'intégration. Ça veut dire qu'en fait, tu dis, ok, ça veut dire que la manière, je vais la traduire en ludique. La manière fictionnelle, en fait, tu lui donnes une traduction ludique. Tu crées un lien de référence, pour le coup. Ok, ah oui, tu veux dire ce que Romaric t'a dit là, la manière dont tu tapes, ça là, il y a une référence fiction vers le système de règles, en fait, vers les règles. Ouais, et ça se traduit par plus 2, mais c'est moi qui... Mais moi, par contre, je génère cette la complexité, c'est que t'as dit au début de la partie, t'as dit que tu donnerais ou pas un bonus en fonction des propositions. Donc quelque part, t'as fixé la règle. Bon là, elle est pas écrite, mais la règle existait, ouais. Cette règle, tu l'as fixée. Donc là, t'es totalement intégré au système. Alors ça, si tu entre guillemets bypass les règles, ça c'est une autre question. Mais disons que dans ce cadre-là, t'es vraiment quelque part, tu suis totalement ton système. Donc tout a été défini avant, et donc cette traduction, elle est totalement logique. Et c'est pour ça que aussi tu produis un énoncé qui est intéressant et on voit par contre, à contrario, que quand il propose d'avoir une musique de Conan dans la tête, là tu dis non, il n'y a pas de lien de référence. Donc tu peux avoir la musique si tu veux, mais en ludique, ça change rien. Voilà. Là, on est quasiment sur presque une proposition hors jeu. Donc non, parce qu'en fait, elle peut être validée fictionnellement. Elle pourrait. Mais en fait, elle est pas traduite ludiquement. Donc moi, j'ai envie de poser la question, c'est quoi le propos de ce jeu finalement, Valentin? Et le fait que la musique en soit exclue, qu'est-ce que ça signifie profondément, tu vois? Parce que donc là, on a fini un one shot avec Valentin. Mais on sait une partie prototypique. Est-ce que c'était une partie prototypique d'un Pico Game d'exemple théorique? Alors voilà, le propos. Voilà. Mais on sait que Valentin ne veut observer que des observables et que le propos n'est pas un observable. Donc, je sais. Ça c'est très malheureusement pour moi. En tout cas, voilà, ça montre quand même bien les différents liens d'animation, les liens démiurgiques, les liens d'animation et surtout les reconfigurations de liens qui peuvent être... en fait, le système, et là c'était en l'occurrence le système de résolution qui a fait décider de ton action, c'est parce qu'il a réussi que tu lui as délégué finalement l'autorité. Et là c'est le système de résolution en tant que tel, je veux dire là le dé, tu vois, qui te dit le fait que le résultat soit réussi, ça lui permet de déléguer en fait non, la délégation, ça c'est ce que nous on appelle le système d'intégration. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi il y a deux aspects, c'est que ton dé, en gros tu veux savoir s'il y a la question de Valentin, c'est est-ce qu'il y a succès ou échec quand il fait lancer le dé.
sur l'action. Donc ça, c'est le système de résolution. Donc tu as l'incertitude, en fait, qui est est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, incertitude binaire. Et après, comme il va proposer en fait qu'il y ait un enrichissement de ta proposition, en fait le coût va être enrichi parce qu'il t'accorde la description. Là, c'est ce qu'on appelle le système d'intégration, dans le sens où c'est pas seulement valider ou pas la proposition. C'est pas dire oui, t'as mis le coût, tu vois. Parce qu'il aurait très bien pu te dire le coût apporté moins 2 dégâts. On refait un round et fin du truc. Et ça aurait été de la résolution un peu brute, quoi. Ouais. Alors que dans le système d'intégration, t'as vraiment un enrichissement. C'est que l'issue de ton coup, l'issue ludique de ton coup, va être enrichie d'une surproduction fictionnelle qui fait que grâce... Alors attention là, vous avez conscience quand même que ça recoupe pas du tout l'intuition que les rôlistes ont du système de résolution. Parce que là en fait la résolution pour les rôlistes c'est pas uniquement si c'est pas c'est réussi ou c'est échoué. C'est aussi le système d'intégration. Ouais. Bah c'est pour ça nous qu'on qui décrit l'action par exemple. Qui décrit la résolution. D'ailleurs, c'est même écrit comme ça dans certaines bases. Qui décrit la résolution de l'action. Donc le système de résolution, il prend à la fois les deux. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'en fait, on préfère le rebaptiser système d'intégration pour bien distinguer ce qui est vraiment du. Non, mais l'autre, vous l'appelez système de résolution. Bah, en fait, pour nous, le système de résolution, il est globalement inclus dans le système d'intégration. On dit le système d'intégration pour nous, c'est ce qui permet d'intégrer une proposition. En fait, la base théorique de ça, pour nous, c'est surtout l'article de Vivien Féasson, quand il parle des amendements, de propositions, etc., où ça nous a fait réfléchir en fait, à se dire il y a un peu un cycle de la proposition, et donc là, il y a la proposition, elle peut être reformulée, etc. Reprenez l'article de Vivien Féasson, du coup. Alors, donc, comment la proposition narrativo-ludique... quel est son vous appelez ça le cycle de validation, enfin c'est Vivien. Bah ça c'est Vivien enfin après est-ce qu'il parle de cycle je sais pas mais ouais ça c'est vraiment son idée. Cette idée de dire on a une proposition, il y a des amendements. Donc c'est-à-dire quelque part il y a une négociation sur la proposition. Ça peut être généralement c'est des précisions demandées par le MJ. Donc c'est je le frappe, mais comment comme attends, ça, comment explique-nous comment avec ensuite, quoi le test de validation. Une fois quelque part qu'on s'est mis d'accord sur la proposition amendée, finale, tu vois, c'est votre dernier mot Jean-Pierre, oui. Et à ce moment-là, on rentre dans le test, alors qu'il peut avoir plein de formes, mais là on rentre dans le test et une fois que ce test il infirme ou il confirme la proposition, alors elle est validée. Ça c'est ce que intégré au contenu fictionnel. Voilà. C'est génial. On résumait en fait en 4 étapes. C'était l'idée d'avoir une étape d'idéation, le brainstorming en fait, ou un brainstorming individuel ou collectif d'ailleurs sur. En fait, on se met d'accord pour formuler une proposition. Donc là, la deuxième étape c'est la formulation en tant que telle, avec un objectif. Puisque c'est une proposition, il y a un objectif fictionnel. Il y a la mise à l'épreuve ludique, et donc c'est là où le système d'intégration tourne. Et à la toute fin, l'amendement et l'enrichissement, et là, c'est intégré dans la fiction. Et il y a un peu cette idée aussi que ça sédimente dans la fiction. Il y a un moment où après, c'est intégré et ça fait le support en fait, de nouvelles propositions. Mais alors, en fait, on utilise le système d'intégration, c'est pas pour faire les malins, c'est vraiment pour cette idée de dire... Non, mais c'est vraiment cette idée de dire, il faut absolument que, en termes de game designer... il y a ce flou. Effectivement, je pense qu'il est intuité par les rôlistes. Il y a pas trop de, tu vois. Mais il y a des choses qui sont intuitées et quand on les verbalise, elles deviennent beaucoup plus actionnables. C'est-à-dire, en tout cas, dans notre esprit, on se dit, ah oui, c'est un système d'intégration. Donc ça veut dire que la clé sur vraiment ce sur quoi c'est intéressant de réfléchir, c'est la manière dont c'est intégré. Donc c'est plus quelque part l'aval que l'amont, tu vois, c'est de se dire comment à la fin on peut peut-être rendre ça intéressant, on peut peut-être ajouter un truc. Encore une fois, c'était pas une critique, bien sûr, c'était vraiment pour clarifier parce que comme on vous entend parler de système de résolution. Et je suis pas certain que à l'autre bout du fil, quand on entend parler de système de résolution, on pense la même chose que ce à quoi vous pensez. C'est pour ça que je précise, Guillaume. L'autre aspect, c'était que l'idée de le baptiser système d'intégration, c'est que ça permette aussi de rassembler le système qu'on a appelé système d'assentiment, qui est un peu le système zéro, un peu décrit par Jérôme Larrey, qui est la validation un peu sans recours au système ludique. Si c'est cohérent, ça passe. C'est ça, c'est la fameuse formule si c'est cohérent, ça passe. C'est une formule qu'on trouve dans le sens, c'est pour ça que tu fais des clins d'œil. Et avoir les deux en fait, se dire le système d'intégration c'est ce qui permet en fait d'intégrer tout simplement une proposition dans la fiction. Elle peut passer par le système qu'on a appelé d'assentiment parce qu'on le trouve plus clair, encore une fois, c'est clarifier les choses. Et puis le système de résolution. Donc en gros, soit il y a recours directement aux joueurs en fait et à l'assentiment des joueurs, soit il y a recours au ludique, notamment quand il y a conflit ou quand il y a incertitude.
Juste une parenthèse, c'est amusant de voir que le système de vie, le rythme de vie de la proposition est exactement similaire aux lois à l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat, aux discussions, aux amendements, etc. Et juste, voilà, je ferme la parenthèse. On aura tout appris. Il n'y a pas de secret. Non, mais je trouve ça très intéressant. Parce que tu sais, toujours dans l'idée que le jeu de rôle, c'est ce que disait Antoine Marien tout à l'heure, que le jeu de rôle est un apprentissage aussi de la vie politique démocratique. Les députés jouent-ils au JDR, prochain podcast. Non, mais j'ai toujours soutenu à la cellule que la démocratie était un maelstrom, évidemment. Très bien, ok. C'est intéressant aussi de passer par l'article de Vivi Féasson là, pour comprendre vos réflexions. Ouais, on a essayé encore une fois, de pas du tout prétendre réinventer la roue, mais de reconstruire en fait à partir aussi de réflexions éclatées de part et d'autre, notamment dans la scène indépendante, pour se dire voilà comment on peut refaire fonctionner tout ça ensemble. Et donc c'est l'idée de proposer une petite synthèse des éléments. Tu vois. Oui, c'est à la fois un modèle théorique pour expliquer le rôle, et c'est aussi une façon pour vous de faire une synthèse un petit peu de toutes les recherches d'un état de l'art, j'ai envie de dire. En sachant aussi qu'à chaque fois qu'on essaye de raffiner, encore une fois toujours en essayant de rester quand même pas trop précis, l'idée c'est à chaque fois de dégager des strates ou des entités qui vont être manipulables, du point de vue de la actionnable, règle. Actionnable, manipulable, du point de vue de la... On disait souvent nous ajouter des touches au piano. Ouais, exactement. On trouve des concepts pour dire tiens là il y a une touche sur laquelle on pourrait actionner, ou une gamme à ajouter, ou des... Voilà. Et on voit bien que la proposition, même si elle est centrale, là on voit bien qu'il y a toute une phase pour arriver à la proposition qui est importante. Là, nous, on la traite pas parce que quelque part aujourd'hui, elle échappe à la traduction ludique directe. Mais elle peut être, on peut l'accompagner. Et là, ça va être d'autres types de réflexions sur le jeu, tu vois. Cette phase qu'on a appelée d'idéation et qui correspond à tout un tas d'autres types d'énoncés. On les a vus, on vous a entendu. C'est ce qu'on avait défini aussi avec toi, Romaric, là, en préparation de la conf. C'est l'idée des métapropositions, de dire qu'il y a des éléments qui n'ont pas pour but direct d'agir dans la fiction, donc qui ne correspondent pas à notre définition de la proposition, mais qui sont essentiel pour le fonctionnement du JDR, que ce soit des actes hors jeu, que ce soit des actes qui ont trait au jeu, que ce soit les questions par exemple. Les questions sont pas des propositions, mais quand on demande au MJ, par exemple quand il t'a demandé est-ce que j'ai ci ou ça sur ma fiche de perso, c'était des méta-propositions dans notre acception qui sont type question quoi. Mais comme ils n'ont pas directement l'intention d'agir sur la fiction, on les considère pas comme des propositions. C'est marrant d'appeler ça des méta-propositions, parce qu'on pourrait croire que ça... Ouais, ça, après, il faudrait discuter dans le détail. On peut retrouver d'autres termes si nécessaire. Il faudrait les distinguer. L'idée, c'est surtout de séparer, en fait, et de dire, ils sont quand même plus ou moins liés aux propositions qui vont être produites, puisque... on distingue trois niveaux. On distingue vraiment le hors-jeu, où ça va être, je sais pas, les gens qui boivent leur tasse de tisane. Ouais. Et puis, il y a le point de vue du joueur qui, lui, va potentiellement questionner des éléments du ludique. Et puis, le point de vue fictionnel. Donc, on distingue bien ces strates. Et l'idée des méta-propositions, c'est que c'est pas des propositions forcément hors-jeu, mais qui vont être liées aussi aux propositions à venir, qui vont les préparer, qui peuvent être un terreau, en fait. Des exemples de ça, c'est par exemple, dans Trip to Sky, les gens qui montrent des dés à des joueurs. Par exemple, il leur montre le dé, sous-entendu, est-ce que tu veux prendre le D10 ? Souvent, c'est le D10 qui est montré d'ailleurs. Et donc, du coup, on va tu vois, le joueur va montrer à un autre joueur le D10 en mode, tu vois, avec les yeux comme ça qui se lèvent. C'est pas du tout podcastique. Donc, tu vois, il lui montre le dé en mode, tu le veux, vas-y, prends-le, quoi. Là, c'est peut-être une bonne occasion pour toi. Et là, du coup, c'est une invitation à faire une proposition qui n'est pas vraiment une proposition... c'est préparatoire, puisque pour prendre le dé, il faudra une proposition. Donc en fait, c'est des choses qui préparent la proposition. Et de la même manière, moi j'ai vu des gens, tu citais tout à l'heure le fait de prendre une tisane, j'ai vu des gens prendre une tisane pour se dédouaner d'un truc, rapprocher leur tisane d'eux en mode oh là là, je suis pas d'accord avec ce qui se passe là dans la fiction. Tu vois, il y a plein d'actes. Bien sûr. Voilà, donc c'est très compliqué. J'avoue que c'est un sacré bazar. Mais plus on avancera dans le détail et la complexité, c'est-à-dire que plus la grille s'affinera, et plus évidemment on aura des cordes sur notre lyre pour jouer des musiques différentes. Ouais, c'est ça que vous nous dites. Hein, très bien. Je pense que... Alors les opérateurs, vous non on arrive un peu clore dessus, je pense que le rôle de perso, les opérateurs. Alors, les opérateurs, pour nous, c'était vraiment des outils qui permettent notamment de reconfigurer les systèmes. C'est-à-dire qu'on va chercher à agir en particulier sur les relations.
et à en fait définir, donner des attributs aux relations, changer un peu leur valeur et voir ce que ça peut générer. Donc c'était nous on voulait quelque chose d'assez large, en fait quelque chose qui soit pas spécifique à un jeu, mais qui puisse générer des nouvelles mécaniques. Pour donner des exemples concrets qui vont peut-être être plus parlants, l'idée de se dire l'opérateur par exemple entre révélé et secret. Exemple, donc on prend un lien, par exemple le joueur et sa fiche de personnage, et on regarde. La plupart du temps, en effet, la fiche de personnage est connue du joueur, mais il y a des cas où elle n'est pas connue. Par exemple dans Hurlement, où la fiche de personnage n'est pas connue du joueur. Donc là, en fait, on applique à un opérateur. Moi, je les vois surtout comme ça. En fait, il y a un grand thème, par exemple, ce serait l'opérateur de visibilité, qui peut être on-off, soit secret, soit révélé. Et en faisant en fait des alternances comme ça sur des choses qui sont connues, on se dit et si ce qui était révélé ça devenait secret, qu'est-ce qui se passe? Et donc on a ça par exemple dans le rapport quand on attaque des monstres par exemple, on n'a pas forcément notion de combien il y a de PV. Il y a des jeux où on a cette notion là et ça va changer le rapport qu'on a, ça va changer les risques qu'on va prendre, et on voit que ça entraîne des changements de comportement de joueurs, et c'est ça qui nous intéresse. Et ces opérateurs-là, on peut les diversifier de différentes manières. On peut dire, il y a l'idée par exemple quantitatif ou qualitatif, où on peut voir si les points de vie ils sont quantitatifs, on a une somme de points de vie qui devient une ressource comme une autre, ou si on a la notion de blessure, ou au contraire dans Influenza des phrases, des bouts d'identité de soi à perdre. Là, c'est pas le même enjeu quand on le perd. Valentin. Ouais, j'ai l'impression, alors pour clarifier, donc les opérateurs, pour être sûr que j'ai compris, c'est des opérateurs, je dirais, de transformation. Donc, du coup, nécessairement, un opérateur, il se définit avec au moins 2 jeux, quoi. C'est ça, hein. Enfin, on peut difficilement, ou au moins qu'on peut imaginer. À minima, on peut imaginer un jeu dans lequel la fiche de personnage, elle est pas connue du joueur, et exactement le même jeu. Et la seule différence, c'est en fait, elle est connue, cette fiche de personnage. Par exemple, en fait, on joue à Hurlement, mais la seule différence, c'est qu'on connaît la fiche de personnage. Donc là, en fait, moi, je vois ça comme des interrupteurs, quoi, on-off. Et donc, du coup, là, tous les opérateurs sont identiques dans les 2 parties, sauf l'opérateur secret, visible, c'est ça. Ouais, qui serait en on appliqué dans la partie à la fiche. Appliqué à la fiche de personnage, mais ça pourrait être appliqué à d'autres choses. Ça pourrait être, on pourrait ne pas savoir qui sont ses alliés, par exemple dans Paranoia, où tu sais pas qui sont les membres de ton équipe. Et oui, c'est l'idée, ouais. Et plus que des interrupteurs on-off, moi je les vois plutôt comme des gradients en fait, où il y a des extrêmes opposés et il y a un gradient entre les deux. Et notamment, tu vois, sur l'idée, il y a des choses qui pourraient être semi-quantitatives. Après, ça dépend des opérateurs, mais t'en as où tu pourrais avoir que ce soit invisible pour tous, ou que ce soit invisible pour seulement une partie, ou à certains moments, etc. Il y a trop d'opérateurs. C'est génial, je viens d'avoir une idée de cocotte dont vous êtes le héros. Ah, grâce à toi. Ouais, donc ça marche. C'est vraiment la preuve que ça marche. Ça marche. Ça vient de me donner une idée de cocotte dont vous êtes le héros. Ok, bon, c'est la preuve par l'image. Et puis dans les opérateurs majeurs que vous avez mis spontanément, que vous avez utilisé, en fait, c'est l'idée de scission, en fait, de couper, de reconfiguration des liens, quoi. Vous coupez des liens et puis vous les réattribuez. Quand tu avais l'autorité, quand tu as délégué l'autorité démiurgique sur la résolution de l'action contre les loups, finalement, ce que tu fais, c'est que en gros, tu suspends ton lien, tu le coupes et tu branches, tu fais un branchement en fait entre l'entité loup et Romaric. Alors, pour clarifier encore une fois, en fait, là, tu me dis Valentin, mais en fait, il y a 2 Valentins au moins. Il y a le Valentin auteur de jeu et là, il y a le Valentin meneur. Moi dans ma tête le jeu était déjà spécifié, donc moi auteur de jeu avant la partie avec Romaric, je me suis dit quand quelqu'un réussit une action, quand un joueur réussit une action, il décrit ce qui se passe, ok. Et donc moi je n'ai fait moi Valentin meneur, je n'ai fait qu'appliquer la règle que Valentin auteur avait créée 2 secondes avant, et donc j'ai dit la règle, je sais pas si je dis comme ça, mais en gros, je dis là, tu décris l'action, Romaric. Donc en gros, ce que vous me dites, c'est que là, il y a un opérateur qui a une certaine valeur, quoi, pour la relation démiurgique, si je vous suis, qui est sur on, ou en tout cas qui est particulière dans la situation particulière où l'action est réussie pour le joueur, à la suite d'un jet de dés, où le joueur a la relation démiurgique pour la description particulière des trucs qui arrivent au loup.
Il y a une délégation d'autorité. Ouais, il y a une délégation d'autorité partielle au moment de la... Et c'est notamment le système de résolution en fait qui souvent produit ça en fait. Il va y avoir c'est ça, il y a des triggers, il y a vraiment l'idée qu'il y a des déclencheurs en fait à certains moments qui vont permettre de reconfigurer des liens, qui vont permettre des révélations, etc. Ok, pour moi c'est clair. Je sais pas pour toi. Non, si, clairement. Enfin, moi, d'abord, je suis familier en fait avec ce type d'analyse et de pensée. Tu sais très bien. Donc là, pour moi, ça rentre à 200% dans mon. Non, mais là, je m'adresse au Romaric bête un peu. Est-ce qu'il a compris ? Je pense que on a réussi à être clair. Vraiment, j'y crois à mort. Après, il y a aussi que j'estime que mes auditeurs auditrices sont intelligentes et donc du coup, elles sont capables de comprendre ça. Et puis en plus, ça fait des années que tous les deux, avec Fabien, Adrien et tous les autres, on les nourrit aussi de tout ça. Donc je pense que ça va. Honnêtement, je pense que c'est très clair. On peut prendre un autre exemple un peu différent. Tu vois, c'est Ars Magica, on se dit ah oui, tiens, d'une manière générale, on joue un personnage. Ok, c'est la règle, tout le monde fait ça, c'est très bien, ça fonctionne. Bon, bah si demain on se disait que finalement on en joue 2 ou plus, tu vois, donc si on se met à jouer une suite, voilà. Et ça c'est ce qu'on va appeler un opérateur qui est tout con, hein, qui est l'ajout, l'addition, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc tout d'un coup on peut se dire bah on va ajouter un truc, on peut ajouter une carac, on peut ajouter un perso, on peut ajouter tout ça. Et comme fait remarquer Thibaut, là, quand il dit on peut ajouter une perso, une carac, ben, nous, notre grille aussi d'analyse d'application des opérateurs, elle se distingue aussi avec des strates de jeu. C'est-à-dire qu'on a l'idée de ce qu'on a appelé le système de jeu, qui sont en fait les entités et leurs relations. Au sens large, et notamment les relations d'autorité, qui contrôle quoi, qui a autorité sur quoi. Qui parle quand. Après, on peut pousser, là on l'a pas fait, mais qui parle quand, qui a le droit. Enfin, vraiment cette idée de se dire comment on règle, au sens fort, les interactions des joueurs autour d'une table, tu vois. Il y a au niveau du système d'intégration, et il y a au niveau du paramétrage, en fait, des différents attributs. C'était l'idée d'avoir ces 3 strates, où en fait on voit que les opérateurs ils sont applicables à différents niveaux. Ouais, alors juste pour que les auditeurs soient bien au clair, parce que en gros nous on va distinguer 2 choses qui sont toutes bêtes mais ça va mieux en le disant. C'est le paramétrage, c'est-à-dire un personnage, un PJ, c'est quoi ? C'est un ensemble d'attributs, donc on peut les définir, c'est sa force, c'est peut-être des traits, enfin c'est comment on définit une entité fictionnelle, comment on la définit d'un point de vue ludique. Donc il y a un ensemble d'attributs. Idem pour une porte, sa résistance, on peut vraiment tout imaginer. Donc ça c'est vraiment les attributs. Et puis il y a une autre chose, ça c'est ce qu'on va appeler le paramétrage, on met des paramètres. Et puis il y a ce qu'on appelle la pondération. Alors la pondération, en fait c'est le chiffre concret, le nombre qu'on va mettre. C'est-à-dire ta force c'est 12, ok, bah, tu vas mettre 12. Mais on dit pondération, déjà pour pas qu'il y ait confusion avec le fait de... Il y a une différence entre mettre 12 et puis dire que tu as une caractéristique de force, parce que cette caractéristique de force, si ça se trouve, ça va être... on peut passer opérateur qualitatif, fort, moyen, faible, par exemple, tu vois, là c'est voilà. Et surtout cette idée de pondération elle est importante parce que c'est très utile dans un jeu, c'est ce qui va régler l'équilibrage, c'est ce qui va faire la létalité du jeu, etc. Mais quelque part fondamentalement ça ne touche pas au paramétrage, tu vois, on pondère. Et en fait, cette pondération-là, ça va être la force, et en plus, elle est généralement relative, c'est ta force de joueur versus la force des monstres, etc. Ouais, bien sûr. Et ce niveau-là, il est très intéressant, parce qu'il peut rendre des jeux fonctionnels ou pas, mais du point de vue du game design, au sens de l'articulation des systèmes, finalement, il n'arrive qu'en dernière instance, tu vois. Et je pense que ce bien voir ces deux dimensions-là, c'est quand même assez important. De se dire qu'on peut agir sur les valeurs concrètes, comme on peut agir sur... Encore une fois, moi je joue le rôle de l'application. Par exemple, dans la petite partie qu'on a faite, j'ai fait un paramétrage en tant qu'auteur de jeu qui était de décider... Choix de force et d'agilité. Voilà. J'ai dit, il y a 2 caractéristiques, et seulement 2. Et ces caractéristiques sont force et agilité. Là, j'ai fait le paramétrage. Et ensuite, j'ai dit pondération. Une pondération, c'est soit 12, soit 10. En plus, tu m'as pas dit que c'était. Tu m'as dit laquelle est à 12, mais tu m'as pas dit à combien serait la. C'était secret là, c'était un autre opérateur là. Rétention. Savais pas. Voilà, rétention. D'information. Mais j'avais dans l'idée voilà, que l'autre, elle serait moins bonne. D'accord, 10 ça allait. J'avais peur au 8 moi. Parce que 12, 8, tu vois, je me dis la somme c'est 20, tu vois.
Mais non, t'es un héros quand même. Ah, je suis un héros. Et donc du coup là c'était une pondération d'avoir décidé 10 et 12 en rapport au D20 bien sûr. Et voilà, ça c'est mes moves d'auteur de jeu. D'auteur de jeu, ouais. D'accord, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Merci. Ouais, c'est ok. Et en fait, ça te permet vraiment de te dire, bah, j'ai envie que le jeu il soit facile ou pas, tu vois. Et là, si tu rajoutes plus 1 sur un D20, tu vois, tu changes totalement ta proba. Donc tu changes aussi la manière dont les histoires vont évoluer. Hein. C'est pas rien. Mais c'est quand même différent, tu vois. C'est-à-dire, encore une fois, l'idée c'est de se dire, on peut réfléchir sur toutes ces petites strates là en tant que game designer. Ouais. L'idée, en fait, encore une fois, c'est d'affiner la grille, de proposer en fait une grille très fine pour avoir des choix in fine, clairement, quoi. Parce que nous, c'est quand même notre objectif, c'est de se dire les jeux sont des expériences où les gens expérimentent leur agentivité. Donc plus en fait on va prendre conscience des choix possibles, plus on va proposer des choix, plus on considère que ce sera intéressant aux joueurs. C'est une preuve de plus de l'interaction qu'il y a entre la théorie d'une part et la créativité de l'autre. Attends, je suis perdu. Les opérateurs, c'est pas des choix proposés aux joueurs, c'est des choix proposés aux auteurs de jeu. Ce que je veux dire, c'est que les opérateurs en effet vont être des choix pour les auteurs de jeu, mais qui vont constituer des expériences différentes proposées aux joueurs. C'est ça que je veux dire. C'est que les jeux qui vont en résulter vont être différents et l'idée c'est que les gens jouent pas au même jeu toute leur vie, quoi. Même pourquoi pas, s'il est bien. Après voilà. On en connaît un d'ailleurs qui a 50 ans et ça fonctionne très bien. De quoi? Toujours les dragons, voyons. Tu connais pas? Non, c'est quoi? Dextérité, sagacité. Très très bien, ok. Je vous propose de faire une pause ici. On a fini le perso. Et puis on va se lancer peut-être... Est-ce que vous aviez envie après de faire des exemples de jeux, des trucs... Vu qu'on a eu cet exemple de partie appliqué, je trouve que ça c'est... moi, je trouve ça assez parlant. On a réussi à bien faire les choses. Donc peut-être qu'on peut passer directement aux critiques après avoir mangé par contre. Je vais réfléchir à... Est-ce que c'est encore... Parce qu'en fait, je veux pas, moi, personnellement, faire de critiques si je n'ai pas full compris à 100% la grille, quoi. Mais moi, je trouve que les critiques, c'est ce qui permet de les aussi, ça permet aussi de clarifier, bien sûr. Mais donc, pour qu'elles soient pertinentes, peut-être va falloir... au moins des discussions, proposer une discussion autour de tel ou tel concept, tu vois. Je dis pas critique fondamentalement, une discussion autour de tel ou tel concept. Donc, on va faire une pause bouffe, et puis on se retrouve après pour les discussions autour du perso. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.